Bonsoir à tous. Ce soir, on va parler hop, voilà, des différents types de monnaies qui existent. Alors, j'ai trouvé ce thème-là parce que, en fait, souvent, quand je fais les exposés du mercredi, on parle souvent des monnaies en circulation, les monnaies qu'on trouve couramment dans les portefeuilles et qui servaient à l'économie aux périodes dans lesquelles je parle. Mais en fait, il n'y a pas que ces monnaies-là qui existent, et on va voir les différents types de monnaies qui a existé pendant une certaine période parfois, et qui existent aussi parfois encore aujourd'hui, et puis à quoi elles ont servi, et comment on les collectionne, puisqu'il y a certains types de monnaies qui sont très recherchés par les collectionneurs et qui font partie de collections très, très spécifiques. Donc on va voir ça ce soir ensemble. Hop, on va juste mettre un petit ventilo. Donc, pour faire une petite introduction, d'ailleurs, il faudrait que je sorte mes notes quand même. Voilà, sortir mes notes. Donc, pour faire une petite introduction, je vais vous parler déjà vraiment les pièces de monnaie les plus courantes. Donc, les pièces de. Ah, non, pardon. Il faut que je vous mette le petit sondage. J'ai fait un petit sondage pour faire plaisir à Cachito. Voilà, je vous mets dans le chat un petit stropole. Donc, un petit sondage. Et donc là, dans le sondage, j'évoque tous les différents types de monnaies que je vais aborder ce soir. Alors, il y a sûrement des types de monnaies que vous connaissez et que je vais aborder, mais que j'ai mis dans des sous-parties de ces thèmes-là. Donc, si vous voulez bien ouvrir le petit sondage et puis voter pour les types de monnaies que vous connaissez. Alors, soit que vous connaissez de nom, soit pour ceux qui ne sont pas forcément numismates, que vous pensez avoir déjà vu ou pensez savoir ce que c'est. Et comme ça, moi, je vais voir un petit peu avant de commencer le live, et ben, de voir un petit peu quel type de monnaie n'est pas très répandu par rapport aux spectateurs que j'ai ce soir. Comme ça, si vous voulez que j'aborde ce type de monnaie un peu plus approfondi, je vais pouvoir le faire. Donc, je vais regarder les résultats, voir un peu ce que ça donne. Hop, ok. Donc là, j'ai mis beaucoup de thèmes, hein. Je vais attendre un petit peu, donc n'hésitez pas à ouvrir le stropole. Bon, après, on n'est que 4 viewers. Alors, Cachito, je sais pas si. Ouais, si, tu dois quand même connaître certains types de pièces, on en a déjà parlé ensemble, même si t'es pas numismat. Mais. Hop, je vais rafraîchir un peu. Ouais, donc dans l'ensemble. Donc, les derniers thèmes, ouais, il y a des thèmes que certains connaissent pas. Donc on va aborder donc, ces différents types de monnaies ce soir. Et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat ou m'envoyer un message privé si vous n'avez pas de compte. Sur mon téléphone, il n'y a pas de problème, j'y répondrai volontiers. Donc les différents types, on va commencer par les types les plus courants et les plus connus. Donc c'est les pièces et les monnaies circulantes. Donc on va voir ce que c'est. Les monnaies non circulantes et les commémoratives. Donc en fait les monnaies circulantes, j'en connais 6. Ah bien, c'est bien Kachuto, c'est bien. Euh, tu me diras lesquels tu connais pas, et puis si tu as des questions, t'hésites pas, hein, comme d'hab. Donc là, on va voir là, les monnaies circulantes. Donc pour ça, ah mince, je suis pas. Voilà, pour ça, je vais vous montrer des exemples. Les exemples les plus courants et les plus faciles pour ces trois types de monnaies, ça va être les euros. Et vous allez tout de suite comprendre la différence entre ces trois types de monnaies juste avec l'exemple des euros, même si on peut l'appliquer forcément euh, à d'autres périodes d'époque et puis à d'autres pays ou d'autres monnaies. C'est valable aussi. Forcément, il n'y a plus de batterie. Voilà. J'ai mis la réponse pour la Finlande sur le Discord. Ah ok, merci. J'irai voir. Soit on ira voir ça à la fin du live ou en dehors. Merci bien. Bon, après, j'aurais pu faire les recherches moi-même, hein, t'inquiète pas. Mais je pensais que sur Numista, il allait avoir comment dire la réponse. Mais non. Mais bon, comme c'est des pièces récentes. Hop. Ah,
YouTube qui plante. Voilà. Donc, derrière le mot pièce courante, ça va être toutes les pièces qui vont être utilisées par un pays pour faire fonctionner l'économie et qui va être distribuée. Attends, je vais le mettre. La mettre. Ok. Bon, je sais pas. Ah, tu vas mettre sur le Mista. Donc du coup, les pièces courantes, c'est toutes les pièces qui vont être mises en circulation pour la population afin de faire fonctionner l'économie du pays à cette période-là avec ces types de pièces-là. Donc avec les euros, c'est très simple, hein, c'est toutes les séries euros que vous pouvez retrouver de tous les pays. Donc là, par exemple, on a la série complète de Malte. Donc voilà, ça c'est des pièces courantes puisqu'elles vont être mises en circulation à Malte pour pouvoir faire fonctionner l'économie avec les pièces euros. Donc on a toujours pareil, alors je vous montre 2-3 petits trucs. Hop, on va dézoomer un peu. Voilà, ça c'est la nouvelle série des Pays-Bas avec le nouveau roi. Donc là pareil, c'est des pièces de circulation. On parle aussi de pièces de circulation, même avec le franc, même si le franc aujourd'hui il n'est plus en circulation puisqu'il a été remplacé par l'euro, comme vous le savez. Par contre, on définit les pièces qui ont circulé en France pendant la période du franc comme des pièces de circulation, même si aujourd'hui elles ne circulent plus. Et à contrario, on a des pièces non circulantes. Par exemple, je vous prends les micro-États qui ont l'euro. Donc on a Saint-Marin. Donc là, on a la série complète, en plus une commémorative de Saint-Marin. Par contre, ces pièces-là sont des pièces non circulantes. Puisqu'elles ont été produites par l'État de Saint-Marin, sauf que comme ils n'ont pas besoin de produire beaucoup de pièces, etc., ils se servent des pièces italiennes. Mais comme ils sont obligés par la loi européenne de produire eux-mêmes quand même leurs pièces, ils en produisent dans des sets, donc ça s'appelle des sets, donc c'est des coffrets où on peut acheter la série complète de Saint-Marin. Mais par contre, ces pièces-là s'appellent des pièces non circulantes, puisqu'elles ne circulent pas entre les mains des habitants de ce pays. On a exactement la même chose, je vous remontre un petit coffret, voilà, avec le Vatican, c'est exactement pareil que Saint-Marin ou Monaco, c'est des pièces non circulantes, mais qui sont produites quand même par les pays. Donc voilà la différence entre des pièces circulantes et non circulantes. Donc deux différents types de pièces. Je laisse les pièces un peu plus longtemps que l'on puisse les admirer. Ah ok, excuse-moi Kachito. Tu veux revoir quoi? Sa main. Bon après celle-là je vous les ai déjà montré. Hein. Et puis j'ai l'impression que la netteté est pas top top. Surtout que là ça brille. Attendez. Si je mets en... Ouais c'est... Hop, on va mettre comme ça. En blanc. Hop. Et je vais mettre... Hop. Ici, j'essaie de régler un peu la lumière. Oh, ça brille trop. Donc on ne peut pas payer avec ou en retrouver en circulation. Alors, bonne question encore de Kachito. On peut légalement payer avec, bien entendu. Donc là, par exemple, je peux sortir les pièces du coffret et puis aller à la boulangerie m'acheter une baguette avec ces pièces-là. De 1, on a absolument le droit de le faire puisque c'est des euros et c'est reconnu par les membres, par l'Europe comme une monnaie qu'on peut utiliser, hein, puisque justement c'est des pièces de 1 à 2 euros comme tous les autres euros. Mais par contre, voilà, la valeur de cette pièce de 2 euros est bien supérieure à sa valeur faciale que nos pièces de série courante. Et c'est pour ça que parfois on peut trouver, alors avec plus ou moins de chance, des pièces de Monaco ou de Saint-Marin dans nos porte-monnaies parce qu'elles ont été mises dans la circulation, alors qu'à la base elles ne sont pas pour. Mais ça arrive, moi j'ai déjà trouvé une pièce de Monaco, de 2 euros de Monaco, voilà, quelqu'un me l'a donné parce qu'il l'a trouvé dans la circulation alors que c'est pas une pièce prévue pour. Mais ça arrive. Et on a le droit légalement de payer avec ces pièces-là à la boulangerie ou quelque part. Peu que à Saint-Marin par contre. Comme la 10 euros France. Tu parles des monnaies courantes là, enfin de celle-là? Bon, je pense que celle-là tu peux les mettre partout. Après oui, alors là, Eagle il parle aussi alors des autres valeurs faciales des pièces qu'on a. La 5 euros, oui, la 5 euros.
Nous, on produit par exemple en France des pièces en argent, même si là, on va avoir la discussion qu'on a d'habitude, des pièces en argent de 10 euros. Donc là, cette année, par exemple, il y a eu de la pub sur les Schtroumpfs, que vous avez beaucoup vu à la télé. Ces pièces-là, on les commande on peut les acheter à la poste et on pourrait s'en servir légalement, à aller à la boulangerie ou dans un magasin, la dépenser comme une valeur de 10 euros pour acheter quelque chose. Alors, c'est légal, on est dans notre droit en tant que citoyen. Par contre, les commerçants ne sont pas assez informés et n'ont pas assez de connaissances là-dessus pour savoir qu'ils ont le droit de récupérer ces pièces-là et qu'ils peuvent les utiliser par la suite à la banque ou quoi que ce soit. Donc, légalement, vous avez le droit de le faire, mais officiellement, le commerçant va sûrement vous refuser cette pièce-là parce qu'il ne la connaît pas. Pour lui, il va penser à une arnaque, etc. Et pour ses comptes à lui, il va préférer ne pas la prendre, même si normalement, on pourrait se retourner contre lui et l'emmener en justice contre ça. Des pièces en quoi, lol. Je vais le comprendre, Eagle, avec un peu de retard. Donc, en billions. Donc voilà la différence, mais très bonne question, Cachito. Hop. Même les banques les refusent des fois. Oui, même les banques sont pas forcément au courant, donc c'est un peu complexe. Et puis de toute façon, vous mieux les garder pour la collection. Et après, c'est particulier parce que nous, on produit des pièces en argent, par exemple de 10 euros. On va aller en Finlande, eux, c'est des pièces de 5 euros. Enfin, nous aussi, on en produit. En Slovénie, c'est des pièces de 3 euros. On va au Portugal, c'est des pièces de 2,5 euros. Donc voilà, chaque pays a fait un petit peu des pièces spécifiques avec des valeurs spécifiques en commémorative. Sur des valeurs faciales autres que 2 euros. Et du coup, si moi je prends une pièce de Slovénie de 3 euros et je vais à la boulangerie, ça sera encore moins accepté que la pièce de 10 euros française, quoi. Voilà, même pour les pièces en or. Ouais, même les pièces en or. Mais bon, voilà, c'est pas payer avec une pièce en or, c'est pas le top non plus. Donc ça, c'était la différence entre les pièces en circulation et les pièces non en circulation. Et ensuite, on a une autre. Hop, hop, hop. Que je trouve mon truc. Où est-ce qu'elle est? Voilà. Après, on a aussi une autre catégorie, c'est les commémoratives. Et là, les commémoratives vont être valables pour les deux catégories au-dessus. Donc, on a les commémoratives circulantes. Donc, je vous donne un petit exemple, comme d'habitude. Moi, je ne me suis pas cassé la tête, hein, j'ai pris celle que j'ai tout le temps sous la main. Voilà, la 2 euros commémorative des JO d'Athènes de 2004, hein, donc la première commémorative qui a été sortie à l'Union Européenne. Donc voilà, celle-là, elle a été produite en grand nombre d'exemplaires, qu'elle a été mise en circulation pour faire fonctionner l'économie, donc on peut la retrouver facilement dans nos porte-monnaies. Et à contrario, on peut avoir aussi des pièces commémoratives non circulantes. Alors là, je ne vous ai pas pris une pièce euro, hein, je vous en ai pris une autre. Voilà, par exemple, donc là, c'est comment dire, c'est une commémoration de la 50e anniversaire d'Apollo 11, donc l'alunissage sur la lune de Neil Armstrong. Donc voilà, ce type de pièces, elles sont tirées à très faible exemplaire et elles commémorent un événement, et elles ne sont pas mises en circulation. Je vais vous montrer parce qu'elle est assez sympa. Voilà, donc là on voit le reflet comment dire, du casque d'Armstrong avec son collègue et puis le drapeau et leur vaisseau. Et de l'autre côté, on a voilà, le petit pas de l'astronaute sur la Lune. Et ce qui est assez sympa, mais je ne pourrais pas vous montrer, c'est que la pièce est bombée et courbée. Donc là, ça se voit pas très bien. Donc voilà. Donc on a aussi des commémoratives non circulantes. Vous trouvez les 2 euros commémoratives forcément de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican, qui sont produits à très peu d'exemplaires et qui sont pas mises en circulation. Après, vous pouvez les trouver en circulation avec beaucoup de chance. Mais tu en as des 2,50 € dans ta collection. Oui, j'en ai celle du Portugal, je peux te le montrer si tu veux. Cachito. Hop. J'ai ça. Des petites pièces sympas du Portugal, souvent avec un thème de bateau. Comme vous savez que les Portugais sont des grands. Étaient à l'époque, je ne sais pas trop aujourd'hui, mais étaient de grands navigateurs et explorateurs. Donc forcément, ils font beaucoup de thèmes autour des bateaux. Donc voilà. Donc là, vous pouvez voir, là, 2,50 €.
Ils ont sorti différentes pièces commémoratives. Voilà, donc là il y a 2 thèmes sur les bateaux. Là il y a un thème sur les 100 ans d'un sous-marin. Et puis là c'était, je ne sais plus quoi, 150 ans de la Croix-Rouge ou un truc du genre. Donc voilà, c'était ce genre de pièces de 2,50 €. Et puis bah, je vous avais déjà montré les pièces de 5 € ou 3 € de Slovénie. Et puis après chacun fait un petit peu ses types de devises qui veut. Nous en France on fait beaucoup de 10 €, comme vous le savez. 10 €, on a fait une série je crois, ou une ou deux séries de 5 €, et puis après c'est beaucoup de 50 €, après c'est tout ce qui est pièces en or. Donc, salut Monku, je sais pas comment tu prononces, Monku. Tu les achètes où tes monnaies? Bah, ça dépend, je les achète sur des vides-greniers, je les achète sur des sites internet spécialisés de pièces, donc qui vendent uniquement des pièces. Sinon, bah, j'en achète chez des particuliers ou mes amis m'en donnent quand ils rentrent de voyage ou des héritages de famille. Mais principalement, c'est les vides-greniers et puis sur internet pour trouver de belles pièces. Pour répondre à ta question, l'Espagne a de jolies pièces sur les bateaux colorisés, me rappelle plus la faciale. Ah, peut-être, ça me dit rien du tout. D'accord, merci. Pamuncus, il n'hésite pas à poser des questions. Là, je fais de la vulgarisation sur les pièces de monnaie. Ce soir, il y a un petit thème précis, c'est les différents types de monnaie. Et si tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas. Après, il y a un Discord, il y a une adresse mail. Si tu veux que j'identifie ou évalue des pièces que tu aurais chez toi, de ta grand-mère ou de ton grand-père ou je ne sais de quoi, je fais ça gratuitement pour le plaisir. Je peux te raconter leur histoire et puis te donner un petit prix de combien ça pourrait valoir, si ça t'intéresse. Donc n'hésite pas à me contacter ou à poser des questions dans le chat. Donc voilà, ça c'était donc les 3 grands types de monnaies qu'on retrouve facilement avec les euros, mais qu'il y a aussi bah, les commémoratives, ça existe depuis très très longtemps et on en fait toujours pour des événements. Et puis la différence entre les pièces circulantes et non circulantes. Doit être enregistré avant de pouvoir être signé. Voulez-vous enregistrer le document? Oui. Bref. Ensuite, donc ça c'est ce que je voulais vous montrer. On va passer à un autre type de monnaie particulière, c'est les essais. Vachement cool, vous pouvez venir sur le Discord. Et bien avec grand plaisir. Et puis il y a différentes parties dans le Discord, donc si tu veux montrer les monnaies que tu as, si tu es collectionneur, ou si tu veux parler avec nous, si tu as des questions, on est là volontiers, il y a différents experts. Je ne suis pas un expert dans tous les domaines de la numismatique non plus. Mais, ah ouais, je viens de regarder sur Numista. Trantal, attendez, je vais vous montrer à tous. Hop. Voilà. Il faut que je me mette dessus, c'est quand même mieux. Voilà, des petites pièces colorées de 1,5 €. Ok. Et là, vous voyez, il y a le type de la pièce. Et là, il y a bien marqué pièce non circulante. Donc ça veut dire que cette pièce-là n'est pas mise en circulation. Et qu'on peut l'acheter que chez l'émetteur officiel espagnol ou sur des sites internet spécialisés. Donc voilà. Mais ok, merci Trantal Eagle de ton partage. Donc là, je voulais parler d'une. Tu en as plein en dessous. Ok, ouais, j'ai regardé ça, j'ai mémorisé. Donc on a un autre type qui est un peu moins connu du grand public et qu'on retrouve moins souvent, c'est les essais. Alors il y a différentes catégories dans les monnaies essais, donc on va voir les différentes catégories. Je vous ai mis une photo. Et en fait, les essais, c'est une vraie monnaie. Donc là, vous avez des modèles de monnaie qui a existé et qui a été produite après. Et ce type d'essai-là, en fait, on va produire la monnaie. Donc on a vu un petit peu la semaine dernière comment on produisait la monnaie sur le dessin. Et puis, bah, avant de sortir les tirages officiels qu'on va mettre en circulation, on va tester le circuit de production. Du coup, on va lancer les machines, on va tester de produire quelques monnaies, et dessus, on va mettre la mention essai pour voir après, pouvoir les identifier, regarder s'il n'y a aucun défaut de fabrication sur le dessin, sur l'impression de la pièce, etc. On va en produire
bah, chez certaines monnaies, il y en a vraiment très peu, et puis ça peut aller jusqu'à 100 ou 1000, ça dépend quel type de monnaie. Et donc ça permet voilà, de vérifier l'industrie de production de la pièce de monnaie avant de lancer la chaîne et de produire toutes les pièces qui vont être mises en circulation. Donc là, vous avez deux exemples de pièces. Vous voyez ici, quand c'est encadré, attendez, vous voyez bien, vous voyez ma flèche? Ah non, c'est vrai que vous voyez pas ma flèche. Là, vous voyez qu'il y a un petit encadré rouge où il y a marqué essai. Sur la pièce qui est juste là, enfin, juste là, c'est juste à côté du 10 en vertical. J'aurais dû l'agrandir un petit peu. Où il y a marqué essai. Donc souvent, vous avez la mention, il faut bien regarder sur la pièce qui est cachée quelque part ou écrit quelque part, il y a le mot essai. Et donc ça, c'est la preuve que c'est une pièce qui a été produite avant la production officielle. Et par exemple, vous avez deux pièces type essai que vous voyez de l'autre côté. Là, c'est une pièce qui a été comment dire, fabriquée pour la 20 francs Mont-Saint-Michel, vous savez, qui était en tri-métal. Donc là, à mon avis, c'est une production qui a été faite pour voir si les deux types de métaux étaient correctement assemblés et que se détachaient pas, etc. Donc c'est pour ça qu'on voit pas le visuel définitif, mais à mon avis, c'était plutôt des tests de production pour voir le lien entre les deux types de métaux. Donc la couronne autour et puis le centre de la pièce pour voir si ça tenait bien. Donc on a ce type de monnaie qui s'appelle des essais. Donc souvent elles sont très recherchées par les collectionneurs parce que c'est un peu les premières pièces de ce type-là. Elles sont en très faible quantité, beaucoup moins parce que quand on a produit les pièces après, on les produit en dizaines ou centaines de millions d'exemplaires, alors que celles-ci elles sont peut-être dans les grands maximums jusqu'à 1000 exemplaires, voire un peu moins. Euh, et puis souvent, elles sont très bien conservées puisqu'elles sont gardées de côté, alors souvent par les instituts émetteurs, donc voilà, l'institut qui produit les pièces de monnaie bah, les garde en souvenir et puis les met dans ses archives. Mais ça arrive que parfois, alors je n'ai pas forcément trouvé de raison de comment on pouvait en avoir. Il y a sûrement voilà, des instituts qui les ont quand même vendus pour des œuvres caritatives, peut-être aux enchères, etc. Et donc certains collectionneurs peuvent avoir ce type de monnaie-là, qui sont très recherchées, il y a certains collectionneurs, bah, peut-être Eagle, comme il nous le disait dans le chat, collectionne que les monnaies en essai. Et donc c'est très recherché, ça vaut pas mal d'argent en fonction du type de pièce. Et, euh, et c'est assez rare d'en trouver. Euh, et on a aussi des. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi je vais vous montrer la mienne, puisque j'en ai une. Je vais vous montrer. Non, c'est pas ça que je voulais vous montrer. Voilà, je vais vous montrer la pièce que moi j'ai en essai. C'est une 100 francs Marie Curie. Donc une pièce de 100 francs Marie Curie, donc qui est tout à fait normale par rapport à la 100 francs qui existe, hein. Sauf que il y a marqué où est-ce que c'est. Voilà. Alors je vais vous montrer, je vais sortir le zoom, vous voyez un petit peu mieux. Donc là, juste au-dessus de mon ongle, là, il y a marqué essai, mais vous inquiétez pas, je vous sors le zoom. On va essayer de. Je vais mettre la cam aussi, j'y pense. Donc là, je vais essayer de cadrer. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien. Hop, voilà, il est écrit voilà, de bas en haut. Vous voyez, il y a E, 2 S, A, I. Donc là, il y a la mention essai sur la pièce. Voilà. Donc il faut faire parfois attention. Il faut examiner un petit peu ces monnaies. Et puis vous pouvez voir peut-être inscrit dessus le mot essai. Et donc c'est une pièce qui aura beaucoup plus de valeur que la pièce de base. Hop, que la pièce de base exactement identique. Et ensuite, faut que je me retrouve. Toc, toc, toc. Et ensuite, on a aussi des pièces essais, mais de monnaies qui n'ont pas été mises en circulation. Donc c'est-à-dire que c'est des monnaies qu'on a tenté de produire, pour X raisons, on avait envie de produire une nouvelle pièce de monnaie, mais comment dire, on n'a pas fait la production après. Donc du coup, comment dire, la production a été annulée et on n'a que ces pièces-là qui sont en très faible exemplaire. Je vais vous montrer ce que j'ai aussi.
Donc là, j'ai pris alors les plus connus. Salut Akina. J'ai les plus connus. Donc on a la 5 francs Pétain que vous voyez là en colonne. Donc les différentes propositions qui avaient été faites pour produire la fameuse 5 francs de Pétain. Donc il y a différents dessins puisqu'il y a différents graveurs qui ont, qui ont participé au concours. Donc souvent il y a des essais de concours pour proposer un dessin pour la nouvelle pièce. Et puis bah, des fois on a des pièces qui ont été produites à très faible exemplaire et qui sont jamais sorties en circulation comme les pièces de Napoléon IV. Donc voilà, vous avez une 10 centimes et une 5 francs, il y a eu aussi une 20 centimes, une 2 francs, 1 franc, etc. Mais c'est des pièces très très rares, puisqu'elles ont été produites vraiment à très, très peu d'exemplaires. Et, alors il n'y a pas la mention essai dessus, puisque c'était vraiment pour... quoique si. Non, non, je crois pas. Il n'y a pas la mention essai sur les Napoléons, sur les Pétins non plus, puisque c'était du concours, mais c'est considéré comme des essais, parce qu'il y a très faible tirage. Comment ça va? Oui, salut Akina, oui, ça, effectivement, ça fait longtemps. Bienvenue sur le live. T'inquiète, on a commencé il n'y a pas très très longtemps. Donc voilà ce type d'essai. Donc soit en concours où le pays lance un concours pour fabriquer une nouvelle pièce de monnaie et du coup on a les anciennes traces des participants au concours, ou alors on a voulu produire une pièce de monnaie mais finalement on l'a pas sortie pour X raisons et que derrière bah, on se retrouve avec quelques petites pièces qui sont produites en faible exemplaire et qu'on peut collectionner. Et moi je vais vous montrer donc les deux pièces que j'ai. Alors question du soir, quelle est la pièce avec la valeur, je parle ici de valeur mathématique et non commerciale, la plus petite? Alors ça s'appelle une valeur faciale. C'est la valeur qui est inscrite sur la pièce de monnaie. Je pense que c'est ça ce que tu veux dire, Kachito. Pas une valeur mathématique, mais la valeur faciale. Donc c'est le chiffre qu'il y a sur la pièce de monnaie. La plus petite, ben 1 centime, puisque 1 centime c'est nos centimes euros. Après, est-ce qu'il y a des demi-centimes? Je crois pas, parce que de toute façon, dans le système monétaire, c'est un peu compliqué d'avoir des demi-centimes. Mais je pense que c'est 1 centime. Sauf si quelqu'un peut me contredire dans le chat, dites-le moi, avec plaisir. Ah oui, effectivement, Kina, ça fait longtemps. J'ai fait un live il n'y a pas très très longtemps que je suis revenu. 1 centime, je pense aussi. Ouais, ouais. Je pense pas qu'il y ait en dessous. Faudrait faire une recherche, mais un demi-centime, ça me paraît de toute façon un peu bizarre hein, d'avoir une pièce d'un demi-centime. Donc moi je dirais aussi comme Eagle, 1 centime. Hop, donc moi je vais vous montrer, donc je vous avais déjà montré, c'est les penny models. Donc c'est des propositions de penny, donc de pièces anglaises. Alors je ne sais plus l'année, que je me trompe. Ah non, c'est vrai qu'il n'y a pas l'année dessus. 1800 et quelques. Donc voilà, c'est deux essais de fabrication de pièces pour l'Angleterre. Et je vous avais forcément parlé aussi la dernière fois, la proposition d'une pièce de 10 centimes de Napoléon de 1806, pardon, voilà, qui avait été proposée avec le petit aigle derrière, avec son cœur en argent, et qui a été finalement, et le dessin qui a été gardé finalement, c'était le N à la couronne. Voilà, une pièce de 10 centimes. Donc voilà, celle-là, c'est un essai, c'est une proposition de pièce, et finalement, elle n'a pas été produite en pièce de circulation, c'est celle-là qui a été choisie. Même s'il n'y a pas la mention essai dessus, c'est une proposition. Ok, un peu déçu, pas très original. Bah ouais, ouais, écoute, il faudrait proposer à un pays de faire une pièce d'une valeur faciale de moins de 1 centime, mais bon, je sais pas si... 1 millime en Tunisie? 1 millime. Ouais, mais est-ce que du coup ça vaut. Attends. Oui, c'est vrai qu'il y a les pièces tunisiennes. Je vais regarder ce que ça dit sur. Alors. Je vais regarder sur Numista ce que ça dit. Ouais, mais attends. 1 millime. Après, le problème, c'est qu'il y a des pays qui fonctionnent pas avec le même. Comment dire? Avec le même calcul monétaire que nous. Nous, on est sur une base décimale.
Donc dès que ça fait 10, ça fait une unité supplémentaire. Par exemple, les Anglais, eux, je crois qu'ils sont sur 26. Euh, et après, à certaines époques un peu plus lointaines, au Moyen-Âge, etc., c'était un peu plus complexe aussi. C'était avec des cinquièmes ou des. Je sais que les pièces allemandes aussi, c'était 260e de Thaler, etc. Bref, c'était des découpes du système décimal, enfin du système monétaire un peu particulier. Mais du coup, est-ce que c'est considéré comme... Alors oui, effectivement, parce que la valeur de 1 millime, c'est 0,001 TND, donc ce qui correspondrait au dinar tunisien. Donc ça serait, c'est moins de... Donc c'est 0,1 centime de dinar. Effectivement, Cyberrock, Roland est bon. Bon, j'y avais pas pensé au dinar. Je vais vérifier sur l'autre. Ouais, c'est ça, c'est 0,001 dinar. Bravo Cyberrock, tu gagnes la palme de la réponse pour Cachito là. Ah, ça serait intéressant comme thème, le rapport de chaque pays avec la base. Ouais, bah c'est vrai que je n'avais jamais trop pensé à faire ce thème là, mais ouais, ça pourrait être intéressant. Cachito, note-le et faudrait que je le note quelque part pour un des prochains thèmes. Vous expliquer comment fonctionnent les bases numéraires des différents pays. On n'est pas tous sur la même base, même si principalement base décimale est quand même beaucoup utilisée dans le monde. Après, voilà, les Anglais, ils ont leur base décimale un petit peu particulière aussi, donc forcément les pays du Commonwealth ou rattachés historiquement à l'Angleterre ont parfois gardé cette base-là. On peut difficilement comparer deux systèmes monétaires. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais ouais, ça peut être un bon thème, Cachito, de comparer les bases numéraires des devises sur chez les pays. Les Anglais sont en décimale. Ouais, mais avant ils n'étaient pas en décimale avant, ils ont changé. Je sais plus, je crois que c'était une base de 12. Ils étaient en base de 12, ils avaient changé. Mais comme je disais, ouais, les Allemands à une époque, ils étaient en. Il y avait des pièces de. Bah, attendez, je crois que je les ai. C'est assez marrant. Tac. On va bien voir sur celle-là. Je vous montre ça à la cam. Non, c'est pas celle-là. Attendez. Donc là, c'est 120. C'est un 120e de tout à l'heure. Voilà, c'est ça, c'est un 120e. Donc là, pareil, c'est un 120e. Et je crois qu'ils avaient fait une autre pièce que je dois avoir là. Donc là, pareil, c'est 2,5 Zilber Groschen, donc un Groschen en argent. Donc c'est des pièces assez particulières. Là, c'était combien? Là, c'est un 180e de tout à l'heure. Je vais mettre au-dessus. Et celle-là, c'est un 360e de tout à l'heure. Donc là, pareil, c'est des découpes d'unités un petit peu particulières chez les Allemands à l'époque des tout à l'heure. Mais on pourra, aller, je vous les montrerai et puis on pourra en parler quand on fera le live sur les bases des unités monétaires. Mais bonne question et bonne réflexion, Pechito, encore. Très bien. Ensuite, on passe au prochain. Ah oui, je sais pas si Trantal est là ou pas parce que j'ai pensé à lui et du coup le thème est, mais sinon le verra en rediffusion. Je vous ai trouvé, donc là on parlait des essais en concours, je vous ai trouvé aussi les propositions de dessin des pièces de 2 euros, dont la fameuse 2 euros de 2009 à chaque fois que je critique parce que je la trouve pas belle. Donc je vous montre, donc, du coup là vous avez toute la partie au-dessus qui forme un L, c'était les propositions pour la pièce de 2009, de 2012 qui fêtait les 10 ans de l'euro. Donc c'est la deuxième pièce, donc pas celle où il n'y a rien mais l'autre qui avait été choisie. Et vous avez les 4 autres propositions aux alentours. J'avais récupéré ça quand le concours avait été lancé.
Et justement, il donnait la pièce vierge qui a juste à côté pour que les gens puissent dessiner le dessin qu'ils voulaient et le proposer au concours, puisque c'était un concours qui était ouvert à tous les citoyens européens. Donc vous avez en dessin les différentes propositions qui avaient été données. Et puis en dessous, vous avez les pièces un peu plus jaunes, vous avez les différents dessins qui avaient été proposés aussi pour la fameuse pièce UEM, donc l'Union économique et monétaire de 2009, pour la 2 euros commémorative commune à tous les pays. Et du coup, voilà, c'est le petit bonhomme bizarre, dessin d'enfant qui a gagné, et vous avez les 4 autres pièces qui étaient en concurrence avec celle-là. Donc après, voilà, bon, j'aurais préféré en avoir une autre qui est quand même beaucoup plus belle que ça, mais en haut à gauche, il s'est donné le type. En haut à gauche, tu parles de l'abeille? Avec l'abeille, ouais, moi j'aime beaucoup celle de l'abeille. Mais c'est pas celle-là qui a été. Je crois que j'ai les. Alors je vais. Voilà, j'ai même. Je vais vous ouvrir ça. J'ai les pourcentages et les nombres de votes, si vous voulez, pour, les 10 ans de l'euro. Donc, donc la deuxième pièce, là, les 10 ans de l'euro, elle a gagné avec 34% des votes, et donc c'était 11 800 votes. Et justement, c'est Cachito, c'est celle avec l'abeille qui était arrivée en deuxième avec 33%. Donc ça s'est pas joué à grand chose. Avec 11 481 votes. Non, la vide. Ah, c'est vrai que ça donne un style. Après, bon, c'est un peu bizarre qu'elle soit toute vide. C'était pour s'amuser. Donc si vous voulez, si vous êtes intéressé, vous me le dites. Je vous envoie dans le chat sur le Discord. Je vous envoie la photo si vous voulez vous amuser à faire votre propre pièce de 2 euros commémorative. Je vous enverrai l'image si vous voulez vous amuser. Donc j'avais récupéré ça à l'époque, et puis quand Trental m'arrête pas de me vanner sur la pièce de 2009 que je trouve pas belle, et que j'ai fait ce thème là, j'ai tout de suite pensé à ces photos là, et j'ai réussi à les retrouver dans mon disque dur. Donc voilà, ça aussi, alors ces pièces-là n'ont pas été produites, les autres pièces n'ont pas été produites, juste les dessins ont été envoyés et puis validés par l'Europe pour être dans les participants finalistes. Mais il n'y a eu aucune production des pièces perdantes qui n'ont pas été choisies. Mais voilà, c'est aussi un petit peu des essais, et puis je voulais surtout pour l'anecdote de la 2009 vous montrer ça. Et puis j'ai sorti un exemple, le modèle qui avait été choisi numériquement, et puis la pièce euh, qui a été sortie. Donc là on voit exactement que la pièce n'a pas du tout été modifiée, hein. Il y a vraiment, le dessin a été respecté vraiment à la lettre dans les moindres détails. Mais par contre pour celle-là, j'ai remarqué deux, trois petits détails. Je crois que je peux dessiner. Mais ouais, est-ce que je peux dessiner? Non. Mince, pourquoi je peux pas dessiner? Ah non, c'est la police. C'est la police d'écriture. Ah, je peux juste surligner, mince. Je pensais que je pouvais dessiner sur mon PowerPoint. Bon, bref. Et donc là, on peut remarquer deux trois petits trucs où dans le dessin original, il y a comment dire, il y a des détails qui étaient vraiment trop petits pour pouvoir les reproduire sur la pièce de monnaie. Quand vous regardez les deux éoliennes, sur la partie gauche de la pièce, il y a deux éoliennes. Sur la monnaie dessinée, les points sont plus nombreux et beaucoup plus petits, donc ils en ont enlevé. Après, il y a sur la maison qui est tout en haut, la maison qui est toute droite en haut. Vous voyez sur le dessin, il y a 6 fenêtres, et puis il y a une porte en dessous et une petite fenêtre, alors que sur le dessin officiel, ils ont mis voilà, que 2 fenêtres. Donc on voit des petites modifications à mon avis, c'est une histoire pour les gravures, pour pas que ça soit trop petit, et assez lisible aussi de loin et facilement. Donc on voit qu'il y a des petits détails qui ont changé, mais bon, c'est assez minime. Il paraît que le vote de cette pièce que tu n'aimes pas a été truqué par les Grecs. Ah ouais? Ah, je connais pas du tout l'histoire, Roland. Parce que c'est un gars, comment dire, c'est un artiste grec qui aurait produit enfin, qui aurait dessiné la pièce de 2009, et du coup, les Grecs ont voté pour lui et ils ont trafiqué le truc. Les fenêtres des maisons, ouais, c'est ça, Eagle. Après, il y a des petits détails aussi. Bon, il faudrait que je joue dessus, mais salut, Fit- Fitrix. Oui, je crois. Ok. Ah bah tu vois, je me souvenais même pas de cette histoire-là. Ça serait cool de faire une petite recherche là-dessus la prochaine fois.
Cette fameuse espèce qu'on parle de tout le temps. Salut Fitrix, bienvenue sur mon live où on parle de pièces de monnaie ce soir avec, enfin, même si c'est le sujet habituel, mais là on parle des différents types de monnaie qui existent. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans le chat ou à m'envoyer un mail ou rejoindre le Discord. Donc ok, bah tu vois, c'est maintenant que... Mais c'est vrai que je me souvenais qu'il y avait eu une histoire de vote truqué où ils avaient pas accepté certains trucs, mais je sais plus si c'était ça. Maintenant que tu me le dis, tu vois, ça me dit un truc dans ma mémoire, mais enfin bref. Voilà les petites histoires des pièces des euros. Ensuite, on va parler d'autres types de pièces qui sont. Ah ouais, mais là, Fitrix, je vais pas pouvoir te le parler, de faire l'exposé en anglais, ça va être compliqué, hein. I'm sorry. Donc, du coup, je regarde de quoi je voulais parler quand même. Voilà, donc les contre-marques. Les contre-marques, pour faire simple, en fait, c'est un poinçon ou c'est une marque qui a été mise sur une pièce après sa production. Donc c'est-à-dire que la pièce a été produite, elle a été mise en circulation normalement comme c'était prévu, sauf que certaines personnes dans, a récupéré cette pièce-là et a apposé sur cette pièce-là un signe. Donc soit il l'a tapé avec un poinçon, soit il l'a gravé à la main, il y a différentes techniques pour mettre voilà, un signe distinctif en plus sur la monnaie et la remettre en circulation après. De mes recherches, la contremarque existe depuis l'époque romaine, donc c'est vraiment comment dire, une mince, c'est vraiment voilà, une chose qui est faite depuis très très longtemps. Et il y avait plusieurs raisons. Alors, j'ai pas fait non plus 10 000 recherches dessus parce que les contre-marques, ça a existé pendant très très longtemps sur plein de périodes différentes et les raisons de pourquoi on faisait des contre-marques sur les pièces de monnaie sont souvent diverses et variées en fonction des époques. Mais je vais vous en parler de quelques-unes particulières. Donc, de ce que j'ai trouvé à l'époque romaine, il y avait plusieurs contre-marques différentes. Donc, il y a même des références de contre-marques ou comment dire, ou il y a les références de dire bah, si c'est telle lettre qui est écrite, ça vient de telle personne ou de tel roi, etc. Et parfois on a des contre-marques qui sont inconnues et on ne sait pas d'où elles viennent parce qu'on on n'a pas de source. Donc chez les Romains, il y avait différentes contre-marques. Les contre-marques souvent de l'empereur. Alors pourquoi de l'empereur? Parce que ben, l'empereur venait d'être élu empereur de l'Empire, de l'Empire romain, sauf que le temps de récupérer toutes les pièces de l'ancien empereur, de les récupérer, de les faire fondre et de reproduire les nouvelles pièces à l'effigie du nouvel empereur, sachant que l'Empire romain était tellement vaste et tellement grand que c'était très compliqué de faire ça rapidement. Donc, ce qui était mis en place, c'était qu'on mettait un poinçon avec souvent les lettres ou le nom du nouvel empereur sur les anciennes pièces pour comme ça l'empereur voilà, imposer sa présence sur l'effigie de son prédécesseur et puis même le peuple voilà, avait le nom du nouvel empereur sur les pièces, toujours pareil dans un système de propagande comme on en a déjà parlé. Et ça permettait rapidement voilà, d'imposer le nom du nouvel empereur et de sa puissance sans attendre des dizaines d'années à récupérer toutes les anciennes pièces, les refondre et les reproduire ensuite avec le, le nouveau roi. Pareil pour les rois de France. Ah ouais, c'est possible, j'ai pas lu, j'ai pas trop fait de recherche au Moyen Âge, mais ouais, il me semblait bien aussi que pour chaque religion, il y avait différents signes sur les pièces. Ah bah, du coup, tu parles français, Futrix? Elle est pas mal, la 2 francs avec le poinçon de la France libre. Ouais, j'en parle juste après. Donc, du coup, il y avait le nouvel empereur, on mettait ses initiales ou son nom sur les pièces pour que ça aille plus vite à la production de nouvelles pièces et puis de faire, voilà, d'imposer sa puissance. Ensuite, j'ai lu, alors j'ai pas très bien compris exactement le pourquoi du comment, mais il y avait aussi des commandants de légion. Donc voilà, c'était les groupes de soldats, les légions romaines, qui avaient aussi des poinçons particuliers sur leurs pièces. Alors, de ce que j'ai compris, ça leur servait de monnaie et puis de salaire avec le poinçon disant, bah voilà, le poinçon vient de telle légion et c'est pour tel soldat. Et puis, il y avait aussi des systèmes
de contre-marques liées à des guerres civiles. Donc, je sais pas, j'ai pas eu trop d'infos, puis c'était des bouquins entiers à lire, donc j'ai vu ça. Mais en tout cas, il y avait un système de poinçons par rapport à un contexte militaire, soit des commandants de légion, soit pour les différents légionnaires ou différents soldats, et puis des pièces aussi par rapport comment dire, à des guerres civiles. Et ensuite, j'ai vu aussi qu'il y avait des contre-marques par rapport à la valeur. Et souvent, c'était pour diminuer la valeur de la pièce, parce que l'empereur qui est arrivé a décidé de changer un petit peu le cours des valeurs des pièces pour X raisons, sûrement des raisons économiques, etc. Et au lieu de reprendre les pièges, de changer la valeur faciale ou d'enlever du métal, parce qu'à cette époque-là, la valeur de la pièce était au poids, au lieu d'enlever du poids à la pièce, etc., ils les refont, qui prenait encore beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit avant, on mettait un poinçon dessus et ça diminuait la valeur de la pièce sans la changer, et c'était assez rapide. Donc imaginez, on prend une pièce de 2 euros, et puis à la place du 2, on tape un grand coup avec un poinçon avec un 1 dessus, et puis la pièce de 2 euros devient une pièce de 1 euro, sans qu'on fasse grand chose pour la pièce. Je vais lire un peu vos questions. Elle est pas mal, la 2 francs avec le poinçon. Ouais, bah ça j'en parle après. 40 bahts en haut, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est une pièce suisse avec l'effigie de Napoléon dessus. Alors, j'ai pas trop trouvé pourquoi, etc. Je la trouvais juste sympa parce que ça fait vraiment la tête de Napoléon en poinçon. Mais si vous êtes intéressé, vous me le redites dans le Discord. J'ai pas mal de liens, surtout là sur les poinçons de Napoléon. J'ai un lien sur internet avec un gars qui a fait une conférence dessus, et du coup il a réécrit toute sa conférence avec les différentes pièces dont il parlait. Et j'ai aussi un lien avec le bouquin où on voit la petite chouette, je vais en parler après, là, de Napoléon, où il y a un gars voilà, sa thèse était de référencer toutes les pièces de Napoléon avec la tête de chouette qui correspondait à certains trucs, et du coup il y a toute sa pseudo-thèse qui est écrite. Donc si vous êtes vraiment intéressé par ça, vous me le redites dans le Discord et je vous enverrai les liens internet. Et il y a 10-15 pages à lire sur l'explication de tout ça, c'est super détaillé, c'est top, mais j'ai pas trop eu le temps de m'y plonger vraiment. Donc, mais si je fais un live spécial contre-marque, j'en parlerai plus. Et puis si ça vous intéresse en perso, vous me le rappelez dans le Discord et je vous envoie les liens. Il n'y a pas de souci. Et ensuite, il y a des marques aussi de l'Empire romain que j'ai trouvé pour approuver la pièce. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, mais est-ce qu'il y avait des comment dire, ateliers de production, à mon avis, dans l'Empire romain espacés à droite à gauche, qui produisaient plus ou moins les pièces par ordre de l'empereur. Mais bon, comme il n'y avait pas forcément de modèle, on ne pouvait pas dessiner la pièce et puis l'envoyer partout assez rapidement, peut-être qu'il y avait juste un texte écrit. Et puis les graveurs se basaient sur des instructions, et après, on mettait un poinçon pour valider, dire la pièce est valide, c'est une pièce officielle de production de l'Empire ou quoi que ce soit. Donc ça, il y a pas mal de petites subtilités. J'ai pas trop eu le temps de faire de recherche dessus. S'il y en a qui connaissent exactement, vous pouvez le dire dans le chat. Mais bon, je dois m'absenter une demi-heure à toutes. Ok, salut les gars à toutes. Je sais pas si on aura fini ou pas dans une demi-heure, mais à toutes. Et puis bah là, je vais parler. Donc là, c'était vraiment pour les débuts des contre-marques qui datent de l'Empire romain. Il y en a eu aussi beaucoup au Moyen Âge. Et puis là, je vais vous parler des petites pièces de Napoléon. Alors souvent, c'était comment dire, des manifestations du peuple contre les décisions de Napoléon, et ils mettaient voilà, des poinçons clandestins, parce que vraiment une action de mettre un poinçon sur une pièce officielle, il y avait la peine de mort si on était attrapé, et aussi on savait qui faisait ça sur les pièces. Donc c'était vraiment un acte de résistance, et puis un acte fort, hein, de mettre un poinçon sur la pièce de Napoléon. Donc c'était vraiment quelque chose de dangereux à faire. Et donc là, il y a eu beaucoup de types différents. Il y a un poinçon très connu, c'est la tête de chouette. Donc j'ai pas eu le temps de lire tout l'article, mais apparemment ça viendrait d'un peuple, enfin de citoyens de la Vendée qui auraient manifesté avec cette tête de chouette. Donc les différentes décisions de Napoléon, surtout la défaite à Sedan, etc. Comme on avait déjà vu avec les monnaies satiriques où la tête de l'empereur était
été modifié avec des gravures comme on a vu il y a quelques semaines. Donc voilà, c'est aussi un acte de résistance. Apparemment, ça viendra de Vendée. J'ai pas eu tout le temps de tout lire, mais si ça vous intéresse, je vous enverrai le lien. Donc ce type de contre-marque. Et en dessous, on voit aussi une pièce de Louis XVI, Louis XVII, non Louis XVIII, pardon, avec l'aigle napoléonien dessus. Puisque voilà, vous saviez bien que Napoléon était complètement anti-roi et royaume, entre guillemets, donc l'ancien système français. Et lui, il était plutôt, voilà, il voulait pas être roi, c'était un empereur, etc. Donc pour imposer sa marque, en attendant qu'il y ait des pièces à son effigie, voilà, il a mis un poinçon avec l'aigle napoléonien dessus pour imposer sa puissance. Et puis, comme disait, je ne sais plus comment, Moonku, c'est bizarre ton pseudo, je sais pas si je le prononce bien. Donc, on a aussi des pièces avec des contremarques plus modernes, comme là où vous voyez avec la Croix de Lorraine. Donc, c'est des pièces de l'époque de Vichy pendant la Seconde Guerre mondiale, donc l'occupation allemande en France. Et voilà, donc les résistants ou alors les Français libres en Algérie, voilà, mettaient un poinçon de la Croix de Lorraine ou RF, comme vous pouvez voir sur la Francisque, et le bâton du maréchal, RF pour République française, n'est pas l'État français. Donc c'était voilà un signe de résistance et puis montrer au peuple qu'ils n'étaient pas oubliés, ils n'étaient pas sous l'occupation allemande et qu'il y avait des gens qui se battaient pour la liberté de la France, etc. Et puis la croix de Lorraine, c'était aussi voilà, un contre-pied à la croix gammée que tout le monde voyait partout et qui est devenu aussi le symbole même de la résistance. Donc voilà le différents types de contre-marques qu'on peut trouver à différentes périodes pour différentes raisons. Sachant qu'il y en a encore, à mon avis, des mille et des cents de contre-marques différents et de raisons différentes de pourquoi on a fait ça sur les pièces de monnaie. Moi, je vais vous montrer deux contre-marques que j'ai, mais que je ne peux pas vous expliquer, malheureusement. C'est dommage qu'Eagle soit parti parce que j'aurais peut-être bien aimé avoir son expertise, même si je ne sais pas s'il aurait pu me répondre. Donc j'ai une contre-marque que j'ai trouvée sur une pièce de 2 euros que je vais vous montrer tout de suite. À la limite, hop, je vais pas bouger la pièce. Tac. Voilà, hop. Donc là, vous voyez sur la pièce, on voit très nettement une contre-marque. Donc voilà, quelqu'un qui a utilisé un poinçon ou qui a gravé sur la pièce un J et un K un peu entremêlés. Donc là, on voit très bien que c'est pas comment dire, l'usure de la pièce par la manipulation avec le temps ou qu'elle a été rayée par un outil spécifique ou quoi que ce soit. On voit très bien et nettement que ça a été voilà, enfoncé à cet endroit-là, et puis en plus que c'est très net puisqu'on voit bien dessiner alors un pseudo J ou I avec deux barres qui ressemblent un peu à un K, une pseudo croix. Alors malheureusement, alors je sais pas, je pense qu'on est encore trop dans l'époque puisque c'est sur une pièce de 2 euros. Et puis voilà, hein, moi je peux prendre une pièce, mettre une contre-marque dessus, le faire une ou deux fois, et puis ça passera plus ou moins inaperçu, et puis la personne qui trouvera ma contre-marque ne saura peut-être jamais d'où elle vient, qui l'a faite et pour quelle raison. Et puis peut-être que voilà, c'est encore trop proche. Sauf si on arrive à retrouver peut-être des centaines ou des milliers de pièces avec cette contre-marque-là et que quelqu'un fasse une recherche dessus pour essayer de découvrir qui est derrière cette contre-marque. Et là, malgré mes recherches, même si ça fait longtemps que j'ai cette pièce-là et que j'ai pas fait de recherche. Ah, salut Trantal, t'inquiète, t'inquiète pas. Et du coup, je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas qui a fait ça. Donc un J et un K, mais j'ai déjà vu cette contre-marque-là sur d'autres pièces de 2 euros. Mais je ne peux pas vous dire qui a fait ça. Mais je trouve ça assez intéressant, donc regardez dans vos porte-monnaies si vous trouvez peut-être une contre-marque par hasard sur votre pièce, vous la mettez de côté. Et peut-être qu'un jour elle voudra de la valeur si on arrive à découvrir qui est l'auteur. Et puis c'est toujours intéressant de la mettre de côté, parce qu'elle a sûrement une histoire intéressante. C'est le boss des pièces. Donc voilà, vous pensez à moi, vous me l'envoyez, moi ça m'intéresse d'avoir les contre-marques, je trouve ça intéressant. Donc petite pièce avec une contre-marque. Et puis, mince, voilà. Et puis je vous l'avais déjà montré, donc ça c'est une pièce de 5 marques Hindenburg.
Et après examination assez rapprochée de la pièce, eh ben, j'ai l'impression qu'il y a une contre-marque. Alors j'attends les, j'attends les experts qui sont dans le chat pour me dire s'ils pensent qu'il y a une contre-marque ou pas. Mais j'ai l'impression que sur la joue de Hindenburg, il y a un J. Donc là, vous voyez en plein milieu, j'ai l'impression que la contre-marque, parce que donc on voit quand même aux alentours comment dire, de la marque, c'est grillé par l'usure, etc. C'est normal. Mais là, il y a vraiment un enfoncement plus important à cet endroit-là. Et puis ça fait une petite remontée et j'ai l'impression que ça ressemble à un J. Alors c'est très bizarre, j'ai pareil, pas forcément fait beaucoup de recherches depuis sur ça. Le retour du JK. Ah, tu connais Trentale? Parce que le JK, je l'ai montré juste avant, là, quand t'es arrivé. À moins que tu sois l'auteur derrière ces contre-marques-là. Donc là, pareil, il faudrait voir un expert qui est beaucoup plus compétent que moi, me dire s'il pense que c'est une contre-marque ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un J, c'est vraiment tout petit. Mais, euh, mais ouais, c'est un peu non du tout, je veux dire, mais il y a que dalle. Ben ouais, après c'est particulier. Après bon voilà, c'est en vidéo, mais à l'œil nu ça se voit quand même assez bien. Je suis en train de chercher. Ok, parce que t'as aussi une pièce JK toi? Avec une contre-marque JK, mais j'ai vu qu'il y en avait quelques-unes. Donc je sais pas d'où ça vient, mais écoute, si on mène l'enquête, pour moi c'est pas une contre-marque. Ouais, c'est particulier, je sais pas. Après, voilà, à l'œil nu, moi j'ai l'impression que ça fait une contre-marque. Là, c'est vrai que c'est pas très net. On dirait comme un gros coup, mais la forme est un peu particulière, tu vois, par rapport aux autres rayures d'usure. Et quand tu regardes comment dire, quand tu regardes à l'œil nu, alors je sais pas si malheureusement ça va se voir à la caméra. Ouais, là je suis au maximum. Attends, je vais vous enlever ça. Euh, Tu vois, sur la joue, ça fait quand même un sacré éclat. Alors que tout le reste est pas du tout. Il y a pas. Y a rien, tu vois. Et que ça soit aussi petit, aussi précis à cet endroit-là, et sur la pièce, il n'y a rien d'autre à part là. Moi, je vois un éléphant ainsi. Mais ouais, après, voilà, c'est peut-être moi qui me suis fait à l'idée que c'était une contre-marque ou quoi que ce soit. Faudrait voir avec un expert à l'œil nu, mais je te remonte du coup la JK là, qui est bon, qui est par contre beaucoup plus gros hein, comme contre-marque. Hop, voilà, là qu'on voit bien au milieu de la tour. Pour le coup, j'aurais tendance à dire que c'est un défaut ou un petit coup. Ouais. Ouais, après, c'est peut-être moi qui. Mais je vous avouerai qu'à l'œil nu, ça fait ça. Après, en plus, c'est un peu sale. Alors, il faudrait que je le montre vraiment à quelqu'un en magasin et qu'il puisse l'examiner à l'œil nu. Mais de ce que j'ai trouvé, la JK est seulement sur les commémoratifs. D'accord. Et tu sais pas d'où, mais d'où ça vient? Des Illuminati sur les pièces. Ouais, bah écoute. Hein. Mais comment dire? Mais bah, ça m'intéresserait si tu trouves de savoir d'où ça vient, Trental. Mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de recherche dessus, donc je sais pas exactement. Bref, donc voilà pour l'histoire des contre-marques, même si on pourrait en parler des heures et des heures avec des spécialistes, sachant qu'il y en a eu vraiment de l'Empire romain jusqu'à nos jours, et encore aujourd'hui, hein, comme vous voyez sur les pièces de monnaie de 2 euros. Il y en a eu aussi beaucoup pendant le Moyen Âge, entre les guerres des différents rois et ducs, etc., où il y avait pas mal de différents poinçons qui ont chacun une signification particulière, une appartenance particulière à quelqu'un. Avec toutes les contre-marques, ouais, bah oui, oui, des sites, il y en a pas mal, mais tu parles de contre-marques modernes avec le JK là? Enfin bref, on pourra en reparler et faire un live exprès des contre-marques, tellement il y a de trucs à dire dessus. Ensuite, il y a les pièces dites pied fort, alors que j'ai trouvé les deux écritures. Apparemment, on peut écrire soit pied fort en un seul mot, soit le pied comme la partie du corps en deux mots.
Alors ça, voilà, c'est un type de pièce qui est très très peu connu du grand public et même parfois chez les numismates. Euh, mais au final, qui est-ce que vous avez tous contre-marqué? Putain, en plus, si tu te mets à poser plein de questions et si tu commences à faire des jeux de mots, Cachito, on va pas s'en sortir. Donc, ouais, c'est plutôt un contre-marquage, d'où le nom contre-marque. Mais... Donc, pied fort, le pied fort, pour faire une définition de ce que c'est une pièce dite pied fort, je sors mes notes, même si j'en ai pas forcément besoin. Donc, les premières monnaies en pied fort qui sont apparues datent à peu près du XIIe siècle, donc c'est au Moyen-Âge. C'est le pied. Et en plus, Citrantalissime aussi. Et ça serait apparu à la fin du règne de Philippe Auguste. Euh, et en fait, ça a été utilisé. Donc, c'est le premier roi qui a utilisé voilà, les monnaies pour unifier le royaume. Et en fait, de base, cette pièce-là, elle est soit. C'est exactement la pièce qu'on va produire ou qui existe en circulation. Le même diamètre, le même dessin, il n'y a aucune gravure spécifique dessus, comme on a pu voir avec les pièces essai où c'est noté dessus que c'est une pièce essai. Là, il n'y a rien qui distingue la pièce de la pièce normale, sauf l'épaisseur. Et en fait, l'épaisseur est soit doublée, donc elle est double, elle est beaucoup plus épaisse que la pièce originale. Parfois, elle est même triplée ou quadruplée l'épaisseur. Donc, on a vraiment des grosses pièces qui sont très, très épaisses, très lourdes, mais qui ont le visuel de la pièce courante qu'on trouve en circulation. Et au départ, c'était des pièces qui ont été fabriquées pour cadeaux comment dire, à des hauts dirigeants du royaume. Donc, c'était plutôt une sorte de cadeau. Et au lieu pour qu'on puisse la distinguer de la pièce courante, bah voilà, on mettait l'épaisseur un peu plus importante, qu'il y a plus de métal pour que la valeur du métal soit aussi plus importante et qu'on puisse voilà, montrer la valeur du cadeau par rapport à une pièce normale. Et puis au fur et à mesure, vers le XVIe siècle, cette pièce-là, voilà, elle a été gardée sous cette forme épaisse, mais elle a été en fait, elle a servi de modèle pour les différents graveurs du royaume. Donc à Paris, on décidait du dessin de la pièce, on la gravait, on la produisait en pied fort, donc avec cette grosse épaisseur, et on l'envoyait aux différents ateliers français qui produisaient aussi les pièces. Et ça servait de modèle pour les graveurs des autres instituts de production des pièces. Et ça, voilà, c'était une pièce de référence, donc plus épaisse, pour pas qu'on la confonde avec des pièces en circulation, et qu'on puisse voilà, bien la voir et bien la distinguer et, pour la produire. Et au fur et à mesure, bah, c'est resté dans la cérémonie ou dans la culture française de produire ces types de pièces épaisses, même si on n'avait plus besoin, puisque les techniques de gravure se sont développées, modernisées, on a trouvé d'autres moyens pour transmettre les informations aux différents instituts gravure pour produire les pièces à différents endroits en France. Mais on a gardé cette petite anomalie de pièces appelée en pied fort. Jusque dans les années 90, donc jusqu'au franc, on a produit des pièces en pied fort. Donc on retrouve beaucoup de pièces de ces différentes époques comme ça, donc soit doublées, triplées ou quadruplées. Et comme bah, les pièces SS, c'est des pièces qui ont été produites en très peu de quantité, qui ont été tout de suite mises de côté, donc pas en circulation, donc elles sont forcément en très très bon état. Donc des pièces qui valent beaucoup d'argent et qui ont une forte valeur. Salut Célia. Et donc, les pièces, on a commencé à en reproduire beaucoup avec les francs, et comme vous voyez sur la photo, on les reconnaît bah, déjà par la fameuse épaisseur qui est particulière à la pièce, mais aussi elles sont souvent scellées dans un plastique avec un petit bandeau bleu, blanc, rouge avec marqué République française dessus, etc. Donc dès que vous voyez voilà, une pièce scellée dans un plastique très particulier avec un bandeau bleu, blanc, rouge, etc., bah, vous regardez, normalement l'épaisseur de la pièce est anormale par rapport à la pièce d'origine, et donc c'est souvent des pièces en pied fort. Ça, pareil, c'est un type de collection chez Numismat qui est très très particulier. Donc,
qui est très complexe aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup de pièces, il n'y a pas beaucoup de diversité, et puis c'est des pièces très très rares qui valent quand même assez cher en fonction des tirages et puis de l'époque. Mais voilà, c'est des pièces qui existent et que j'ai eu l'honneur de voir quelques fois chez des salons de numismates. Mais bon, quand on voit le prix, c'est un investissement, quoi. Donc voilà un autre type de pièces qui existent et qui ne sont pas des pièces de circulation. Euh, tu as des pièces comme ça? Non, je n'ai pas de pièces comme ça. J'aurais pu en acheter puisque j'étais tombé comme je t'ai dit, dans un salon de collectionneurs de numismates. Il y avait quelqu'un qui avait des francs, il avait des centimes, il avait des 1, 2 francs, il avait une 50 francs Hercule, je crois, à double épaisseur. Mais bon, c'est des pièces voilà, qui coûtent assez cher. C'est une collection particulière. Mais voilà, si un jour j'ai l'occasion d'en acheter une pour agrémenter ma collection dans la diversité, ouais, ouais, ça me ferait plaisir d'en avoir une. Ou même des anciennes. Après, je ne connais pas du tout les prix des vieilles pièces. Donc là, il y a la 5 centimes française, hein. Après, l'autre côté, voilà, c'est des pièces plus anciennes. Et ce type de pièce, je ne sais pas combien elle vaut. Sachant que quand c'est déjà des centimes des années 90-80, ça coûte assez cher. Alors, des pièces un peu plus anciennes, je pense que ça vaut encore un peu plus. Pour les pieds forts, il faut payer le prix fort. Oh là là, t'es en forme ce soir, Cachito, t'es en forme. Ah, ensuite, 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 on va passer. Donc là, un autre type de monnaie qu'on a déjà parlé il y a quelques temps, c'est les monnaies d'occupation et de libération. Donc je ne vais pas revenir dessus puisque j'ai fait tout un live sur ce type de monnaie-là. Donc c'est des pièces de circulation qui ont été mises en circulation, mais qui sont voilà, très spécifiques à une période ou un contexte historique, puisque c'est des pièces qui ont été mises en circulation quand un État a envahi et a occupé un autre État. Et puis on avait vu aussi les pièces et les billets de libération, donc à l'inverse, des pièces qu'on remet en circulation spécifiquement pour relancer l'économie après la libération du pays de l'occupant. Donc si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur ces types de pièces, bah, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube et de regarder le live numéro 5, comme c'est écrit juste là, live numéro 5, sur les pièces et monnaies durant la Seconde Guerre mondiale, où on parle beaucoup des pièces d'occupation et de libération, si vous voulez plus d'infos. Et, et ça, j'en ai montré. Donc voilà, si ça intéresse. On va parler d'un autre type de monnaie, c'est les monnaies et billets de nécessité. Alors qu'est-ce que c'est des pièces et des monnaies de nécessité? Alors on peut les rattacher un petit peu à des monnaies d'occupation de libération, puisque c'était dans un contexte d'entre-deux-guerres. Donc les pièces et les billets de nécessité, si vous voulez, à la fin de la fin de la Première Guerre mondiale, l'économie était globalement en Europe très affaiblie, puisqu'on a mis tout notre argent pendant des années pour l'effort de guerre, hein, pour essayer de gagner la guerre. Surtout l'Allemagne qui a perdu et qui derrière avait des grosses contraintes économiques par les Alliés et de production limitée, etc. Et la relance économique était compliquée. Donc du coup, pendant l'entre-deux-guerres, il a fallu trouver des solutions pour relancer l'économie, alors que le contexte était quand même très très compliqué. Et du coup, on a mis en place des pièces et des billets de nécessité. Donc ça veut dire qu'on avait besoin d'argent pour lancer l'économie, sauf que bah, tout le métal ou toute la production des pièces était soit détruite par la guerre, où la fabrication était plus possible, et puis le métal était voilà, investi dans l'industrie de l'armement, et on n'avait plus de métal pour produire les pièces en quantité suffisante, donc on a dû trouver d'autres moyens. Je vous ai donc mis un petit exemple, et je vais vous montrer des pièces et des billets que moi j'ai aussi en vrai, mais là cet exemple-là est incroyable. C'est en Allemagne, c'était tellement compliqué de relancer l'économie, on n'avait même plus assez de papier pour pouvoir produire des billets. Et il y a une petite ville en Allemagne, alors je ne sais plus le nom de tête, c'est marqué le truc à côté, et en fait, ils ont dû utiliser du cuir pour pouvoir imprimer des billets dessus, tellement ils étaient en manque de papier et de ressources pour pouvoir produire des billets. Donc il y a une petite ville en Allemagne qui a produit ces billets sur du cuir
qui était sûrement moins cher que la production de papier. Et puis qu'on en avait, mais on n'en avait pas besoin. Donc du coup, Dresden. Non, c'est pas Dresden. Alors, j'avais fait des recherches dessus. C'est pas loin de Berlin, c'est au sud de Berlin. Et alors attends, c'est vraiment un petit village, hein, c'est pas un truc très connu. Je vais l'ouvrir. Mince, je vais l'ouvrir en grand et je vais zoomer dessus. Alors. Et puis ouais, la qualité était pas top, mais j'avais fait des recherches. Non, j'arrive pas à lire. Écoute, Trantax, si ça t'intéresse, tu me le remets dans le Discord et je te retrouverai assez facilement l'info parce que j'avais fait pas mal de recherches, parce que ce billet-là, j'avais failli l'acheter. Et j'avais fait pas mal de recherches. Et, euh, et en plus, c'est un grand nom de la ville. Il y avait différents trucs. Et puis, je crois que j'avais réussi à trouver des photos en meilleure qualité. Euh, donc, à la limite, tu me le remettrais dans le Discord. Sinon, je vais regarder vite fait. Je vais regarder vite fait. Attends, si je tape billet cuir allemand, de trouver un truc. Après, voilà, les Allemands, ils ont produit aussi sur différents types comment dire, de papier, sur du lin, sur du tissu aussi, puisque le papier a coûté trop cher. Ouais, là, j'arrive pas à le trouver rapidement. Attends. Sinon, la Prusse. Non, c'est de l'entre-deux-guerres, donc c'est pas de la Prusse. Et c'est d'une petite ville, mais vraiment paumée, et qui a une industrie. Enfin, maintenant, et à l'époque, il y avait une industrie du cuir et tout ça. Une grosse production de cuir locale. Tu me redis dans le Discord pour m'y faire penser et je prendrai le temps de faire les recherches dessus. Là, comme ça, tout de suite, j'arrive pas à le retrouver aussi rapidement. Attends. C'était sur CGB ou Imonet? Attends. Ils sont forts ces Allemands. Là, ça. Attends, peut-être que si je le retrouve, s'il est encore en vente. S'il est encore en vente sur Imonet. Ouais, parce que là, tu mets. Attends, je vais aller regarder vite fait sur Imonet et je vais voir s'il est ou pas. Mais ouais, les Allemands, ils avaient fait des trucs. Ils avaient trouvé des façons de produire des billets sans avoir besoin d'utiliser du papier, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc ils prenaient les ressources qu'ils avaient en grande quantité sous la main. Et merde, pourquoi j'ai. Après, peut-être que le billet a été vendu. Je sais qu'il était sur e-money. Ouais, mais là, il me. Non, mais il a été vendu, il est plus sur e-money. Je te ferai les recherches et je t'enverrai ça sur Discord. Faut que tu me le rappelles. Par contre, tu me mets un petit message privé ou sur le Discord de la chaîne et puis je ferai les recherches et je t'enverrai ça. Parce que l'histoire est assez marrante. Bon, après, c'était compliqué de trouver des recherches, mais. Donc, ça, tac, tac, tac. Ensuite, j'espère juste que je vais avoir assez de batterie dans les appareils photo pour vous montrer ce que je vais à vous montrer. Sinon, ça va être compliqué. Hop. Donc là, je vais vous montrer les pièces et les billets de nécessité que moi j'ai. Est-ce que ça va marcher? Tant qu'il n'y a pas de batterie faible. Hop, hop, hop. Bon, ça a l'air d'aller. Désolé que je remette en place. Voilà, on enlève ça. Alors, je vais commencer par les pièces. Donc en France, on en a produit aussi, parce qu'on pense souvent aux monnaies et billets de nécessité allemands, mais en France aussi, on a eu des pièces de nécessité, et j'en ai trouvé quelques-unes sur des vides-greniers, pas très chères. Donc forcément, comme c'est
des trucs des objets de nécessité, qu'il fallait pas que ça coûte grand chose et qu'on était vraiment dans une crise économique, ce sont forcément des pièces en aluminium, hein. C'est le métal le moins cher pour produire des pièces de monnaie. Donc c'est pour ça qu'elles sont bien rayées, parce que l'aluminium c'est un métal dit tendre, donc du coup qui résiste très mal au choc, aux rayures, etc. Donc avec l'usure, les dessins partent très vite. Et puis comme vous pouvez voir avec celle-là, voilà, elle est toute cabossée, on peut limite la déchirer. Mais c'est normal parce que c'est de l'aluminium. Donc là, j'ai ici la ville de Besançon, qu'on reconnaît avec l'aigle et les deux petites tours à droite et à gauche sous les ailes. C'est le symbole de Besançon. Euh, donc, petite 10 centimes de Besançon. Hop, voilà. Ensuite, j'ai ici, alors que je me souvienne, c'est écrit dessus, hein, mais Sud-Ouest, département de la Haute-Garonne, comité régional Toulouse. Voilà, en Toulouse. Donc là, petit 10 centimes de Toulouse. On a vu aussi, avec un petit dessin de bateau derrière. Ensuite, on a. Qu'est-ce que c'est ça? D'Évreux. Voilà, pièce de nécessité d'Évreux. Avec le blason d'Évreux. 1921. L'autre côté, un dessin assez simple de 10 centimes. Et celle-là, que je me souvienne, chambre de commerce de Narbonne. Voilà. Donc là, 10 centimes. Voilà, Narbonne, écrit dessus. Et puis là, le blason de Narbonne. Donc ça, vous pouvez en trouver. Alors, pareil, hein, c'est un type de collection très particulier, les pièces de nécessité, sachant qu'il y en a eu quand même pas mal de produites dans beaucoup de grandes villes pour compenser l'économie complexe de cette époque-là. Donc ça, c'est la version française. Donc normalement, vous pouvez regarder, hein, il y en a de toutes les villes. Si vous êtes d'une certaine ville, vous pouvez taper sur internet et y trouver. En Allemagne aussi, ils en ont fait. Donc la ville de Hambourg en a fait. Ça, c'est de Hambourg. Ça, c'est 2. Hambourg aussi. Voilà. 2 pièces de Hambourg. Ah oui, bah, de toute façon, c'est le même blason. Donc, petite pièce en alu. Voilà, de 200 000 marques et de 1 500e de marques de réunification. Enfin bref, c'est un terme un peu complexe en Allemagne. Donc voilà, de 200 000 marques. Donc c'est 200 000 marques sur une pièce en aluminium. Donc là, c'est pour montrer l'inflation, même si on va le montrer après avec les billets. Voilà, j'ai celle-là aussi de 3 marques. Deutsche Reich. Ah bah non, mais ça, c'est pas une pièce de nécessité, mais. Bref. Et celle-là, bah, c'est des pièces d'inflation un peu de l'époque aussi, mais qui sont pas rattachées à une ville particulière. Bref. Mais en Allemagne, voilà, vous trouvez aussi des pièces de nécessité en aluminium, même si les Allemands, eux, niveau métal, c'était très complexe pour eux, donc du coup, ils ont produit beaucoup plus de billets. Donc, comme je vous ai montré, soit des billets en cuir, ou alors des billets sous forme de papier, mais très colorés, très 250 000 marques. C'est exactement le prix d'un pain en Allemagne pendant les. Ouais, c'est ça. Ah bah ouais, avec 220 000 marques, on n'achetait pas grand chose, hein. Bon, après, c'est toute l'histoire de l'inflation, donc ça, c'est plutôt des notions, comment dire, d'économie particulière. Pourquoi Ok. Donc, du coup, je vais vous montrer des billets, des billets de nécessité allemands que moi je collectionne parce que je les trouve très très jolis. Donc là, voilà, je vais faire juste la mise au point. Ah, je l'ai pas mis au bon endroit, c'est pas grave. Faut attendre. Donc voilà, des billets de nécessité. Donc là, c'est mince, que je me trompe pas, de Lübeck. Lübeck, c'est une ville au nord de l'Allemagne, voilà, qui a fait des billets de nécessité sur le thème des pays nordiques. Enfin, sur la semaine nordique, donc ils ont commémoré. Non, c'est des billets allemands de Lübeck, et en fait, c'est Nordische Woche, donc c'est la semaine nordique, et en fait, ils ont commémoré, à mon avis, voilà, les pays nordiques, comme eux, ils sont tout au nord de l'Allemagne, du Danemark. Donc on a voilà, le Danemark, la Norvège, la Pologne, voilà, la Suède et la Finlande. Donc toute la série complète, les trucs. Puis derrière, bon, bah, c'est la cathédrale de Lübeck. Voilà.
Ensuite, on a ce type de billet là. Là, c'est Lubeck aussi. Pareil, donc ça, c'est des billets de 50 centimes. Voilà, avec des écritures un petit peu gothiques comme, qui représentent bien l'Allemagne. Là, on a. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a Koblenz. Et puis ici, on a Bonn. Bonn, BO2N en Allemagne. Voilà, donc là, 100 000 marques. Là, c'est 50 centimes. Donc des billets qui ont été produits vraiment très localement pour les villes. Ça, c'est Koblenz aussi, je crois. Non, c'est pas Koblenz, ça c'est. Tac tac tac. Pareil, c'est un nom à rallonge. Où est-ce que c'est marqué? C'est 3 villes différentes, là, c'est. Que je me trompe pas. Donc là, c'est 50 millions de marques. Et c'est de. C'est écrit en tout petit. Donc Stadtbauer, Buer, Stadt Recklinghausen et Recklinghausen aussi. Bref, c'est voilà, c'est trois villes qui se sont rassemblées pour produire leur propre billet. Désolé pour le reflet. Là, lui, est très sympa avec cette couleur violette qu'on trouve pas souvent. Et puis derrière, comme c'est une ville, comment dire, minière, du coup, on retrouve comment dire, la lampe à pétrole pour les mineurs, etc. Donc très très joli. Et puis, comme vous savez que j'ai habité à Cologne, je collectionne dans les billets de nécessité les billets de Cologne. Donc là, on reconnaît bien le blason de Cologne, les 3 couronnes et puis les petits points blancs. Et puis il y a marqué Cologne dessus. Donc voilà. Donc là, c'est 100 millions de marques. Là, on a 50 000 marques, voilà, avec les 3 couronnes de Cologne. Et puis toujours le petit blason, très joli. Là, on a 1 million de marques, pareil, de Cologne. Ici, on a des petits 10 centimes, 25 centimes en billets. Et puis là, des 50 centimes. Donc là, pareil, très coloré. Vous voyez, ça met en scène des petits dessins. Ah, salut Eagle! Des petits dessins. Alors, souvent, il y a eu les contes allemands. Donc, il y a eu beaucoup de billets avec les contes des frères Grimm dessus. Des représentations soit de la ville, soit de la ville en elle-même, ou alors voilà des petites scènes de vie ou des petites comment dire, des petites légendes liées à la région ou à la ville, etc. Donc ils étaient vraiment très beaux, très très bien illustrés, avec des belles couleurs, alors que voilà, c'était un peu pour raviver la vie après le dur passé de la Première Guerre mondiale et une économie très complexe. Du coup, on utilisait un peu les billets pour changer les idées et puis pour transmettre des valeurs ou quoi que ce soit. Donc là, vous voyez, là, c'est les frères Grimm. Je sais plus ce qu'il y a. Il y a les 7 nains, je crois, et puis il y a d'autres contes liés aux frères Grimm sur les billets. Et puis là, c'est Cologne encore avec différentes. Non, c'est pas Cologne. Si, ça c'est Cologne et ça. Ça ici, là c'est Cologne aussi, des billets de 75 centimes. Donc voilà, les monuments de la ville ou des parcs. Donc voilà, ça c'est les billets de nécessité qu'on retrouve quand même beaucoup plus que les pièces et qui sont très sympas à collectionner pour ceux qui collectionnent les billets ou qui pourraient avoir un attrait là-dessus. Moi j'aime beaucoup, en tout cas. Donc voilà pour la partie des monnaies et billets de nécessité, qui est un type de monnaie très particulier avec le contexte qui va avec, un contexte de guerre ou d'entre-deux-guerres. Ensuite, mince, j'espère que j'ai pas tout touché. Ensuite, on a la paranumismatique ou l'exonumia. Donc, ils sont rares, les billets. Alors, nombre d'exemplaires, ça me dit rien comme ça de tête. Faudrait que je regarde dans mon bouquin, mais je crois que dans le bouquin, c'est pas écrit. Écoute, non, je les ai achetés. Je crois que c'est à peu près. Le gars, il y a un gars qui a une grosse collection et que j'ai vu de temps en temps, il me les vendait 2 euros pièce. Euh, Après, en fonction de l'état, etc., c'est pas très rare. Après, ça dépend les villes, tu vois. Cologne, c'est quand même une grosse ville. À mon avis, il y a des billets de nécessité qui valent plus parce qu'ils ont été produits en moins grande quantité, parce que c'était une plus petite ville et il n'y en avait pas besoin. Mais oui, oui, après, il y en a des plus ou moins rares hein, de billets, c'est très, très variable.
ferme les volets, sinon je vais me faire attaquer par les moustiques. Ouais, c'est très variable, mais c'est voilà, c'est une collection très jolie, moi je trouve. Et puis c'est quand même abordable en prix. Tu peux vraiment avoir des premiers prix sans problème, assez simple hein, par rapport aux pièces de monnaie. C'est pas des prix affolants. Après, je vous ai pas montré, il y a les pièces, les billets d'inflation aussi allemands, hein, mais ouais, à la limite, on pourra faire ça, je vous les montrerai une prochaine fois, où c'est des billions de marques, des milliards de marques, etc., avec les tampons, parce que l'inflation n'arrêtait pas, enfin bref. 2 euros, c'est le prix que j'ai eu quand j'ai acheté les billets d'époque la loterie nationale. Ok. Certains, à 400 000 exemplaires, d'autres à 2 millions, ça dépend. Ouais, ouais, ça dépend vraiment. Je te dis, ça dépend surtout bah, de la ville et puis le nombre de productions et puis voilà. Mais ça se trouve, on n'en trouve pas tant que ça quand même hein, en circulation. Enfin, en circulation. Sur des brocantes, ou alors voilà, c'est souvent chez des gars qui sont collectionneurs et qui en vendent, mais c'est pas, on tombe pas non plus tant que ça dessus. Après, moi, je cherchais beaucoup la ville de Cologne, donc c'est assez spécifique, mais j'ai trouvé un gars, là, quasiment tous les billets de Cologne, je les ai achetés chez deux personnes différentes, et deux gros collectionneurs qui avaient vraiment deux gros classeurs de notre galt allemand, avec beaucoup de choix différents, mais voilà. Mais voilà, c'est une collection comme un petit peu particulière que moi j'aime bien faire, parce que je trouve les visuels des notes galt vraiment beaux, ça change. Donc voilà, là je vais vous parler de la paranumismatique ou de l'exonomia. Donc c'est exactement le même mot, sauf qu'il y a la version des États-Unis et la version anglaise. Nous, enfin, on utilise plutôt la version anglaise où on parle d'exomonia. Et en fait, l'exomonia, on va dire que c'est tout ce qu'il y a en dehors, les autres types de pièces qui y a en dehors des pièces qu'on a évoquées avant. Donc ça va, je vais vous citer des exemples de pièces qu'on peut ranger dans cette catégorie-là. Euh, Tac, tac, tac. Alors, les jetons, tout ce qui est jetons, avec une valeur ou non ou sans valeur, bah, on les met dans l'exomonia. Tout ce qui est monnaie écrasée, donc je vais vous montrer des exemples après. Tout ce qui est monnaie écrasée, je vous avais expliqué les pièces qu'on met dans des machines qui les écrasent et qui impriment dessus un petit dessin. Il y a tout ce qui est écu de repas, donc je vais vous montrer, c'est sur la photo aussi. Tout ce qui est euro des villes avant l'euro, tout ce qui est monnaie fantasy et euro fantasy, je vais vous montrer des exemples aussi que j'ai. Tout ce qui est token, alors token c'est ce que nous on appelle en français des jetons touristiques. Donc les jetons touristiques qu'on peut acheter dans des machines, sur des lieux, des musées, etc. Donc ça rentre aussi dans l'exomonia. Et puis les monnaies lingots, c'est les pièces de monnaie mais en forme de lingots d'argent ou d'or qu'on peut ranger dans cette catégorie-là. Donc là, les exemples que je vous ai montrés en photo. Ah, merci Moncu pour le follow. Je me disais, la musique, je l'ai entendue de The Witcher. Merci pour le follow. Et les médailles. Oui, et les médailles, oui, c'est vrai que j'ai oublié les médailles qui rentrent dedans. Donc là, par exemple, juste en dessous, là, vous avez un écu Europa. Donc c'était avant la sortie de l'euro. Les pays européens sont vraiment. Enfin, c'est des. Alors, c'est pas officiel, hein, c'est des sociétés qui ont produit des jetons ou des médailles en tout genre pour fêter l'arrivée de l'euro et puis imaginer des dessins. Comment dire, des dessins et alors ça n'a aucune comment dire, ça n'a vraiment aucune valeur alors c'est pas des essais comme on a pu voir avant, c'est vraiment des trucs fantasy qui a été mis sur le marché où il y a des gens qui achètent ce type de pièces ou qui collectionnent même ce type de pièces. Nous en France on a fait aussi beaucoup de pièces de ville, donc un petit peu à l'image des pièces de nécessité. Avant la sortie de l'euro, on a fait des pièces euro, alors on dit du monde de l'euro, de la ville. Donc là, par exemple, vous avez l'exemple d'un 2 euros de Beauvais que j'ai utilisé sur mon Instagram. Donc si vous voulez me suivre sur l'Instagram, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi cette pièce-là. De Jeanne Hachette. Donc je raconte l'histoire de cette personne. Donc voilà, par exemple, Beauvais a produit des pièces de 2 euros en 97 pour commencer l'arrivée de l'euro, mais ça a été vraiment fantaisie et ça n'a pas eu cours après. Là, je vous ai mis aussi des monnaies lingots avec Ford et puis le drapeau américain aussi en dessous. Voilà, c'est pas considéré comme des monnaies, mais comme ça a une valeur de une once d'argent, un certain poids, etc. Et puis qu'il y a un peu des commémorations dessus, on range de ça un peu dans le fourre-tout des trucs qui tournent pas autour des pièces de monnaie.
à partir de 96. Pour les euros des villes, ouais, c'est possible. J'ai pas recherché la date, mais c'est possible. Ouais, c'était bien avant l'euro. Et puis, alors, la 20 francs en or, je vous en parle à la fin. Je vous en parle à la fin de mes pièces un peu particulières, je ne sais pas où classer. Donc, on reviendra dessus pour avoir le visuel. Et je vais vous montrer, donc, du coup, moi, les pièces que j'ai qui correspondraient à ce type de classification. Qu'est-ce que c'est que ça? Bref. Donc pareil, hein, je vais pas vous montrer tous les... oui, l'euro de vie, ok. Moi, tu vois, je savais même pas que c'était à partir de 96. Je peux regarder... J'ai pas fait trop de recherche dessus. Donc là, je vais pas vous montrer tous les jetons parce que j'en ai aussi beaucoup de jetons, mais genre d'exemple, ça c'est des nouveaux jetons que mon père m'a ramené quand il est allé à... Pardon, à... Je vais chercher le nom. Oh, je cherche. Et c'est pas marqué dessus. Je cherche le... Colomber les deux églises. Voilà, je cherchais. J'avais Sainte-Mère-l'Église dans la tête. Non, la Colomber les deux églises, donc là où est enterré le général de Gaulle. Donc voilà, c'est des petits jetons fantasy. Donc là, c'est la maison du général de Gaulle. Voilà, avec la carte de la France où la région est colorée et ils font ça un peu partout sur les monuments connus français. Je sais pas qui produit ça, j'en ai aucune idée. Bref, donc c'est des jetons commémoratifs fantasy que j'ai récupéré il n'y a pas très longtemps, comme ça je vous montre, ça fait l'occasion. Je vais vous parler des monnaies écrasées. Des monnaies écrasées, donc là, pareil, c'est des pièces de 5 centimes qu'on met dans une machine. On met dans une machine et puis qui est compressée pour imprimer un dessin. Alors de l'autre côté, on voit plus rien parce que c'est. Enfin, si, à la limite, des fois avec le reflet, là, je sais pas si vous voyez. Là, on voit encore le 5 centimes avec la petite terre. Voilà, on voit quand même encore un petit peu. Donc voilà. Et donc du coup l'autre côté est imprimé un motif en fonction de là où vous êtes. Donc là il y a le Mont Saint-Michel, Haute-Cologne, etc. Donc vous pouvez trouver, ça rentre dans les exonumia. Ensuite j'ai tout ce qui est jetons touristiques, de la monnaie de Paris, hein. Ça c'est très connu, pareil dans les musées vous pouvez en acheter. Donc là c'est la Tour Eiffel qu'on m'a donné. Et puis derrière il y a marqué monnaie de Paris, médaille, médaille officielle et touristique. Le Mont Saint-Michel, c'est en Normandie ou en Bretagne? Toi, tu veux foutre la merde, Trantal ou quoi? Ah bah là, c'est pire que le sujet sensible. Et puis bah là, j'ai vraiment deux monnaies qui sont vraiment intéressantes par rapport à ce qu'on a parlé. Euh, et ben là, vous voyez, ça ressemble à une pièce de 2 euros. Et puis derrière, ça c'est écrit essai dans pas mal de langues. Il y a pas mal de langues avec un bâtiment, enfin avec le château de Monaco et de 2005. Et puis c'est marqué Principauté de Monaco. Mais voilà, ça c'est le type de pièce fantasy. Alors même s'il y a marqué essai, ce n'est pas une essai officiel de tirage des euros, sachant qu'il n'y en a pas. Pour information, hein, si vous voyez des euros avec marqué essai dessus, c'est forcément une fantaisie ou une contrefaçon. Donc faites attention à ça. Et voilà, donc c'est une monnaie fantaisiste qui a été produite par quelqu'un, enfin, une production non officielle en tout cas. Donc voilà, une 2 euros, voilà, couleur cuivre, de Monaco où il y a marqué essai dessus, mais qui vaut vraiment absolument rien. Donc truc fantaisiste et pareil dans le style fantaisiste qu'on peut mettre dans les euh, oui, Exonumia, bah, les 2 euros soit colorés, soit plaqués or. Donc là, c'est plus ou moins plaqué or. Et l'autre côté, bah, pareil, on a une sorte de pastille collée dessus avec le château de Monaco, mais qui vaut absolument rien non plus. C'est pas parce qu'il y a marqué Monaco dessus. Si ça semble, s'il décolle la pastille, derrière, c'est une pièce française ou allemande. Enfin bref, et je suis même pas sûr que ça soit vraiment plaqué en or. J'ai pas fait le test, mais voilà le type de monnaie un petit peu fantaisiste qu'on peut mettre dans la catégorie Exonumia et qui sont farfelus. Et il y en a en tout genre, ça c'est juste un exemple, et il y en a tellement de trucs farfelus qui a été produits que c'est difficile de tout répertorier.
Tu vas rire, mais la pièce de 100 francs de Monaco servait de base pour les casinos. Faut le savoir, ainsi que le tourisme. Ah ouais? Ah, je savais pas, en effet. Attends, Cachito, t'as mis quoi? Est-ce qu'on considère les jetons de casino comme faisant partie de la numismatique? Ah, ok, c'était en référence par rapport à ça. Oui, bah après, c'est un jeton comme un autre, hein, si tu veux. C'est un jeton, tu vois, il y a des gens qui collectionnent les jetons téléphoniques, les jetons de lavage. Il y a les jetons forcément de casino. Alors, tu as des jetons de jeux de casino, mais tu as aussi des jetons publicitaires de casino ou d'autres choses. Donc, oui, oui, il y a vraiment des collectionneurs de tout et on peut mettre ça dans l'exonumia. Peut-être même qu'il y a un nom particulier pour les collectionneurs de jetons de casino. Ça, je ne connais pas assez, mais oui, oui. Ça fait partie. Tout ce qui est rond, un peu métallique ou non métallique, qui a une valeur faciale ou non, bon, on prend, tu vois. On prend chez les Numismates. Tac. Ensuite, j'ai bientôt fini le live, vous inquiétez pas, il reste pas grand chose. Hop. Donc ensuite, on a aussi, alors c'est très particulier aussi. Est-ce que les puristes vont dire c'est pas forcément une pièce de monnaie, mais les timbres monnaie pendant une période, un peu pareil pendant des grandes périodes de crise où la production de monnaie était complexe, on a produit des timbres monnaie. Alors en fait, si vous voulez, c'est une petite capsule plastique ronde où on insère voilà, un timbre du pays qui est recouvert par une petite capsule plastique transparente pour qu'on puisse voir le timbre. Et, il n'est pas collé, hein, il est juste inséré dedans. Et en fait, bah, comme on ne pouvait plus produire de pièces, et par contre, mais on avait des timbres, bah, on utilisait les timbres comme pièces de monnaie. Donc au lieu de l'avoir en papier tout petit, qui se déchirait, qui était plié, qu'on ne retrouvait plus au fin fond de la poche, bah voilà, on l'a mis sur un support plus dur, donc en plastique, et puis on le protégeait, et ça servait de pièce de monnaie à la valeur du timbre pour acheter, avec ce timbre-là, on pouvait acheter bah, son pain, etc. Ou envoyer forcément des lettres, même si ce n'était pas la priorité. Et souvent derrière, on retrouve non pas la valeur, enfin comment dire, une devise de l'État ou une représentation de l'État ou quoi que ce soit, mais plutôt de la pub, puisque ces pièces, ces pseudo-pièces étaient plutôt produites par voilà, des magasins ou des grosses sociétés qui produisaient ces petites boîtes, on va dire, à timbres, et du coup, bah, ils en profitaient pour mettre leur pub dessus, parce que c'est eux qui produisaient ça, et non l'État. Donc forcément, ils investissaient un petit peu d'argent là-dedans, et en contrepartie, bah, ils mettaient leur pub derrière pour se faire, voilà, pour se faire connaître, et que ça soit utilisé par les personnes. Et là, vous pouvez taper sur Internet timbre-monnaie, et vous allez trouver un nombre incalculable de différents trucs de pub. Alors, vous pouvez trouver le Crédit Lyonnais, j'ai vu, des magasins de chaussures, il y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi dans les publicités de l'époque, donc c'est assez marrant. Et donc voilà, ça servait un petit peu de pièce de monnaie. Et il y a la version allemande en dessous, puisque ça a été, comment dire, ça a été aussi mis en place dans d'autres pays. Est-ce que j'ai noté d'ailleurs Et l'invention, parce que j'ai fait un peu de recherche quand même, il est pièces de monnaie en carton. Ah non, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Tu parles des pièces qu'on avait parlé en plastique là, de la dernière fois de Transil... Non. Ouh, le gros truc au plafond là. Bref, merde. Pas de Transylvanie, de Transnistrie. Bref, pour les timbres-monnaies, la création date de la guerre de sécession aux États-Unis, de 1862 à peu près, et c'est arrivé dans les années 1920 en France, donc la période de l'entre-deux-guerres où l'économie était compliquée, hein, sachant que bah, on avait les pièces de nécessité, on avait les timbres-monnaies, mais bon, principalement c'était quand même du troc ou du marché noir, donc l'économie officielle n'était pas vraiment en place. Mais ce type de monnaie, j'en ai déjà vu sur un vide-grenier. Par contre, ils le vendaient très très cher. Je ne sais pas trop combien ça vaut et vraiment la valeur de ces objets-là. Je pense que ça dépend un peu de l'ancienneté, ça dépend aussi peut-être de la pub qu'il y a dessus, etc. Mais voilà, un dérivé de type de monnaie aussi qui existe et qu'on peut collectionner. Non, non, la vieille pièce en carton belge. Non, ça me dit rien du tout, ça. J'ai pas, ça me dit rien. La partie transparente était
en mica et non en plastique. Ah pardon, chez Benrock, Roland. Et c'est quoi du mica alors? Dis-moi ce que c'est, je connais pas. Attends, je vais taper sur internet. Mica. Il est le nom d'une famille de minéraux. Ok. Du groupe. Silicate d'aluminium et de potassium. Avec le quartz et le feldsplat, il est l'un des constituants du granit. Ok. Bah tu vois, je savais pas, je pensais que c'était un truc en une petite couche plastique, mais je savais pas que c'était du mica. Bah merci pour l'info, monsieur Benrock, tu vois. J'en apprends tous les jours encore avec vous. C'est top. Donc voilà, pour la petite info sur les différents types. Euh, et puis on arrive à la... Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est parce que c'est la dernière slide, comme à chaque fois. Ça bug. Euh, bref, et du coup, bah, vous allez avoir le moitié du truc. Je vais essayer de le modifier quand même. On a les pièces fautées. Donc ça aussi, c'est très particulier. Je pense que je ferai comment dire comment dire un live exprès sur les pièces fautées parce que il y a tellement de choses à dire et il y a tellement de différences. Alors attendez que je hop, mettre ça à 0. Mince, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il s'est retourné? Hop. Ah, ok, c'est en appuyant sur mon truc que ça fait. Bref. Hop, je vais vous recadrer ça, vous inquiétez pas. Voilà. Donc les pièces de monnaie fautées. Fautées, ça veut dire qu'elles ont un défaut de fabrication. Et donc c'est des pièces très recherchées, plus ou moins rares aussi en fonction des époques. Et puis le problème c'est que c'est très difficile à estimer, puisque souvent la faute est unique. Il n'y a pas deux fautes qui est exactement identiques, puisque des fois on a la même faute mais sur des pièces différentes. Et puis parfois bah, on a la faute qui est vraiment très spécifique à cette pièce-là, on n'a pas d'autres exemplaires et du coup c'est très compliqué à estimer. Donc il y a des collectionneurs spécifiques de pièces fautées, il y a un marché très spécial aussi, l'estimation, bah, comme je vous ai dit, c'est très très complexe. Et ouais, comme dit Trental, pièce de monnaie fautée égale jackpot. C'est sûr que quand vous trouvez ça, c'est assez rare, en fonction de la faute, hein, forcément. Si c'est naturel, puisqu'il y a des petits malins qui s'amusent à reproduire des pièces fautées parce qu'ils savent que ça vaut de l'argent. Donc c'est spécial. Donc quand c'est officiel et puis surtout maintenant les euros, ce qui est complexe, c'est que c'est tellement. Alors il y en a beaucoup qui sont produits, donc forcément l'erreur peut arriver facilement. Mais comment dire, la production est très surveillée, hein. Il y a du monde derrière qui vérifie si toutes les pièces sont correctes ou pas. Et donc toutes les pièces fautées souvent sont mises de côté dès la sortie, enfin avant qu'elles sortent sur le territoire. Donc c'est très rare d'en trouver en circulation. On en trouve quand même de différents types. Donc là, par exemple, à 50 centimes, c'est pas deux pièces différentes, c'est la même pièce, mais recto verso ou avers revers, a exactement le même motif. On a aussi une pièce de 1 euro, mais unimétal, unimétallique, donc ça veut dire que bah, normalement il y a le cœur qui est différent que de la couronne, sauf que là c'est un seul métal. On a des frappes excentrées, donc quand vous voyez tout en bas, ben, il y a la rondelle qui a servi enfin, la rondelle de métal, et puis dessus on a frappé normalement le design de la pièce, sauf que là, bah, ça a frappé à côté. On a bah, la 2 euros avec le métal qui a un peu coulé, et qui a débordé de l'endroit où il devait être. Sur une 10 centimes là-haut, bah, il manque le 1 de 1982, qui a été pas frappé. On a une 10 centimes, je pense, ou une 5 centimes Lindauer, où le trou normalement, au milieu, ben, n'a pas été enlevé. Donc on a une pièce trouée, mais sans trou. Donc ça, Lindauer non troué, c'est jackpot aussi, hein. J'ai failli en acheter une. Il me la vendait à 200 euros, je crois, ou 180. J'aurais dû peut-être l'acheter un jour, mais bon, après, je connaissais pas trop ce truc-là. Est-ce que c'était beaucoup contrefait ou pas? Enfin bref, c'est des types de monnaies que vous pouvez retrouver facilement, enfin facilement, chez les euros, si vous faites attention dans vos porte-monnaies, il se peut que vous en trouviez. Donc mettez-les de côté et ça peut valoir le coup. Et c'est une type de collection aussi, une type de pièce très particulière.
qui existent chez les collectionneurs. Si la pièce est une faute très voyante, le prix est élevé. Ouais, les numismates dans le chat, vous en avez? Moi non, ça m'intéresse pas. Cachito. Oh non, pas la rondelle. Ouais, c'est très particulier, hein. Après, comme on en parle souvent, hein, il y a les vrais puristes des numismates qui collectionnent que les pièces de monnaie circulantes ou de certains types, et puis il y en a d'autres qui collectionnent les jetons, les médailles, les pièces flottées, etc. Il y a comment dire, tous les types de collectionneurs, et puis il y a des collectionneurs qui font même que ça, hein. Ils ne s'intéressent pas du tout aux pièces de monnaie historique ou de base comme moi je le fais ou comme d'autres personnes dans le chat le font, mais ils font que les fauteuils. Voilà, ils ont la passion sur ces pièces-là. C'est très particulier, j'en ai pas vu tant que ça, si, bah, à part la Lindauer non trouée que j'ai déjà vue, mais sur des euros en vrai j'en ai jamais vu. Et puis en non-euro, ça me dit rien comme ça. Même si je vais vous montrer trois petites pièces que j'ai qui sont très spécifiques et dont je ne connais pas l'origine. Et peut-être que vous allez pouvoir m'aider dans le chat, puisqu'on a quand même certaines pointures dans le chat quand même chez les numismates. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite avant que mon appareil photo coupe. Hop, hop, hop. Non, pas le zoom. Voilà. Ah, moi je les avais déjà pris pendant. Donc, première petite pièce que j'avais trouvée sur un vide-grenier, je ne sais pas le pourquoi du comment. Alors peut-être que dans le chat vous allez pouvoir m'aider. Elle est vraiment toute petite, donc c'est pour ça que je vais mettre le zoom, vous inquiétez pas. Hop, zoom. Ah, mince. Voilà. Donc, où est-ce qu'il est mon zoom là? Donc en fait, c'est une reproduction minuscule. Ah, pardon. Hop. Alors attendez 2 secondes. Oui, donc je disais que c'est une reproduction d'une pièce en or américaine. Voilà, je vais essayer de bien vous la présenter. Mais qui est vraiment là minuscule, mais qui est quand même très bien détaillée. Donc là, on voit bien que c'est marqué Imited States of America, donc c'est une imitation d'une pièce américaine. Et de l'autre côté, on va voir Liberty. Hop, alors attendez, j'essaie de vous la centrer. Alors là, c'est vraiment minuscule, donc c'est très complexe. Ah mince, je vous l'ai mis. Si, bien, je suis à l'endroit. Ou elle est dans l'autre sens. Non, pas... Voilà, elle est comme ça. Voilà, donc là, on la voit un petit peu, mais c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit. Et je ne sais pas qui a produit ça. Est-ce que c'est un particulier ou quoi que ce soit? C'est vraiment particulier comme pièce. C'est une imitation d'une pièce en or des États-Unis, mais à l'échelle minuscule. Je ne sais pas si dans le chat vous savez d'où ça vient. Tu me fais rougir. Ah non, ça ne m'intéresse pas, Cachito. Cachito, le boss américaine. Ouais, c'est ça. J'ai eu un quart de franc avec la différence de la paye inexistante. J'ai eu un article dans Numismatic Exchange. Ah ouais, bien, Steven Rock. Ouais, des fois les marques d'atelier sont pas apparents. C'est marqué United States of America, pas Limited. Ah bon? Pardon, bah peut-être alors. Ah, c'est un U. Tu crois que c'est un U? C'est peut-être moi qui ai mal lu, hein, c'est possible. Alors attends, j'essaie de. Là, c'est vraiment tout petit, donc faut que je fasse. Pardon. Ah oui, exact. D'accord, bah tu vois, je croyais que c'était un I et un M, mais non, c'est United States of America. Oui, ce qui paraît logique, puisque c'est le, c'est le truc des États-Unis. Et du coup, merci Trantal. Mais je sais pas d'où ça vient. Donc voilà, petite pièce très spécifique dont j'ai jamais trouvé l'origine dans ma collection. Donc on va la mettre dans les jetons, hein. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Hop, on va revenir sur le normal. Voilà. Ensuite, alors là, les fans de Napoléon vont être contents. Je sais pas s'il y en a dans le chat. Alors j'ai cette pièce là.
qui me semble être une médaille, puisque en fait, là au-dessus, voilà, on a une sorte d'ancienne soudure qui a été lissée et puis on voit une marque plutôt foncée. Là, on le voit un petit peu à la caméra. Hop, attendez, voilà, là on voit que c'est plus foncé, donc comme s'il y avait une soudure pour attacher un anneau et que ça servait soit de médaille ou de collier. Et donc c'est une pièce, voilà, de Napoléon. Qui est-ce qui a marqué dessus? Je vais vous dire ça. Louis-Napoléon euh, avec le 16 8e 1852 empereur, la ville de Paris, et derrière a marqué Napoléon III empereur. Donc je sais pas, j'ai pas réussi vraiment à trouver de source d'où ça venait. Voilà. Et je pense que voilà, c'est une ancienne médaille ou quoi que ce soit, parce qu'il y a la partie au-dessus qui semblait avoir hébergé quelque chose pour l'attacher. Mais en tout cas, voilà, une médaille, puisqu'il n'y a pas de valeur faciale dessus. Et petite pièce intéressante. Donc s'il y en a qui connaissent un peu, qui ont des sources, vous me le dites. Et la dernière pièce, alors là, pareil, c'est une pièce vraiment très, très bizarre que j'ai jamais trop compris de comment du pourquoi. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est une 20 francs. 20 francs 1898, pardon. 20 francs génie. Voilà. Normalement, cette pièce-là, elle est en or. Elle fait exactement cette taille-là, mais elle est en or. Et là, je peux vous dire qu'au poids, c'est pas du tout de l'or, hein, elle est vraiment toute légère. Et bon, là, vous n'allez pas pouvoir le voir, ou je vais pas pouvoir vous le montrer. Mais si vous voulez, elle est comme boursouflée. Et alors, attendez 2 secondes. Donc elle est comme boursouflée et quand on appuie dessus, des fois on a l'impression qu'il y a une bulle d'air en dessous. Alors à mon avis, ça a été produit voilà, comme monnaie fantasy. Et à mon avis, la base de la pièce à l'intérieur, ça doit être un certain métal. Ils ont voulu faire, comme on avait vu sur les alliages, ils ont voulu enrober la pièce avec un autre métal. Sauf qu'à mon avis, soit il y a eu une bulle d'air d'emprisonné, ou alors voilà, quand ils ont trempé la base de la pièce dans le métal, il y a eu un problème, une réaction chimique ou quoi que ce soit. Et du coup, quand on appuie à certains endroits, on sent que la pièce s'enfonce un petit peu. Et puis que même qu'elle est toute craquelée, bah, à la limite, je peux essayer de vous la montrer en zoom. Hop, je sais pas si si on verra les craquelures. Donc voilà, une pièce très, très spécifique que j'ai déjà montré à des numismates un peu plus anciens que moi et plus expérimentés. Vous voyez là les craquelures là au-dessus sur la dentelle, enfin, sur les petits points. Voilà, comme si ça avait craquelé, ça avait fissuré. Et du coup, ça fait un jeu quand on appuie à certains endroits sur la pièce. C'est très bizarre. Donc, je sais pas, voilà, Carto. Et je sais pas d'où ça vient, qui a produit ça. Donc, pièce spécifique. Alors, je sais pas ce que vous en pensez dans le chat pour les connaisseurs. Hop. Donc voilà, elle est un peu craquelée tout autour. Et après, bon, quand on la manipule, on sent bien comment dire, comment dire, voilà, qu'il y a une sorte de bulle d'air en dessous, que ça fait une sorte de couche en plastique, même si ça n'en est pas, et que ça pourrait se casser à tout moment. Donc très, très bizarre comme pièce. On a ça généralement sur des monnaies en zinc. Ouais, alors je sais pas exactement ce que c'est comme métal. Euh, je pense qu'il y a deux métaux différents entre le cœur de la pièce et puis le pseudo-enrobage. Mais je t'avoue que je suis pas assez expert pour savoir quel type de métal. Et puis c'est cet aspect de creux, quand on appuie, on sent que ça fait un clac clac clac. C'est assez bizarre. Bon, en tout cas, c'est pas une pièce en or et puis c'est forcément une reproduction de la vraie. C'est des fois des pièces carton enrobées d'une feuille de laiton. Ok. Tu vois, Roland, je savais même pas que ça existait ce genre de pièces. Donc en carton enrobé de laiton, ok. Donc c'est possible que ça soit ça comme pièce.
Je sais plus où j'ai dû la trouver dans un lot de, de vide-grenier, hein, mais bon, voilà, c'était un peu fantaisie, puis je la garde de côté parce que je trouve ça un peu très particulier comme monnaie, un peu original. En tout cas, moi j'en ai jamais rencontré d'autres. Donc voilà, voilà, c'était le live de ce soir sur les différents types de monnaies qui existent en dehors des monnaies courantes qu'on a et qu'on dit de circulation ou les commémoratifs qu'on trouve aussi beaucoup. Je vais me mettre en mode discussion, voilà. On trouve aussi beaucoup. Donc si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas à les poser et puis j'y répondrai volontiers. Et puis je vais juste ouais, je vais couper le live. Donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube en diffusion ou ceux qui regardent sur Twitch en diffusion, à bientôt. Rendez-vous sur un prochain live, je sais pas trop quand, mais à bientôt.